Lagozy fait son cinéma. Bonjour et bienvenue dans Lagozy fait son cinéma, épisode 1. Alors, le concept, il est simple. Je reçois des professionnels du cinéma, des gens de devant et derrière la caméra. Mais je vous avoue que pour cette première saison, ça sera surtout des gens derrière la caméra, des gens grâce à qui vous avez l'occasion de voir des films sur grand et petit écran. Ils vont nous expliquer leur métier et grâce à eux, on va comprendre en fait l'industrie du cinéma. Alors, donc je vous réexplique le concept, c'est que je reçois ces personnes-là, on mange, on discute et puis j'essaie de tirer le maximum d'informations d'eux. Et aussi de secrets, pourquoi pas. Alors, pour ce premier numéro, j'ai décidé de recevoir un professionnel de la lumière qui a l'habitude, en fait, lui, de mettre les gens sur le devant de la scène grâce à ses lumières, mais qui, en réalité, n'aime pas la lumière. Ça a été simple de le convaincre parce que c'est un très bon ami à moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et dont je suis très fière du travail. Et c'était naturel que je démarre par lui. Bonjour, Aziz. Hello, Sonia. En plus, il est malade. Donc, merci d'avoir accepté. Il a la grippe. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce premier numéro. Donc, tu es un peu le cobaye. C'est par toi que je vais démarrer ce premier numéro de Lagozy fait son cinéma pour comprendre le métier de directeur photo. Tu vas nous expliquer ton métier, comment tu es arrivé à là, mais surtout, quels sont les éléments essentiels et puis où est-ce que ton travail démarre et à quel moment il s'arrête. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là pour t'accompagner dans ce magnifique projet-là. Écoute, Abdoulaziz Diallo, directeur de la photographie. Je te définis déjà mon métier. Mon métier, je suis comme un traducteur de ce qui est écrit en images. Le directeur de la photographie, c'est le responsable de l'esthétique de l'image sur un film ou sur une émission télé ou sur une série. C'est lui qui va coordonner avec différentes équipes tout ce qui est volet technique qui va permettre d'avoir les meilleures images possibles. Okay. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Mais avant, là, je suppose qu'il y a une histoire. Comment tu arrives au métier? Est-ce que c'est quelque chose que tu savais que tu allais faire depuis que tu es tout petit? Parce qu'il y a certains qui savaient, dès qu'ils sont nés, on a dit oui, ça va être un cinéaste. Est-ce que tu viens déjà d'une famille de cinéastes, toi? Non, je ne viens pas d'une famille de cinéastes. Mon papa, il travaillait dans l'économie. Ma maman était secrétaire de direction. Donc, rien à voir. Non. Rien à voir. J'avais juste un oncle, le petit frère de ma maman, qui était caméraman au Palais de la Culture. OK. Donc, quand il y avait des cérémonies de famille et tout, voilà, il tenait la caméra. Donc, bon, on peut se dire peut-être que j'ai vu ça et ça a mis peut-être un calque dans ma tête. Mais non, depuis tout petit, je n'ai pas rêvé de devenir cinéaste. Tu rêvais de devenir quoi? Le premier rêve, c'était pilote. OK. Ensuite, architecte. OK. Et après, avocat. Eh ben, et finalement, qu'est-ce que tu fais comme étude? Écoute, donc, je t'explique déjà. Après le baccalauréat, je rentre à l'école de cinéma à l'Institut supérieur de l'image et du son. Mais comment tu découvres cette école? Faso. Toi, tu veux que je donne tous les secrets? Hein, oui, dis, parce que genre, tu dis que tu n'as jamais rêvé, parce que dans tout ce que tu dis, pilote, avocat, je ne sais pas comment on se retrouve dans l'école de cinéma. Il y a bien une histoire. Tu sais, quand tu es en première, avant la terminale, on a ce qu'on appelle des réunions fréquentes avec un collège d'enseignants qui vont te conseiller sur qu'est-ce que tu vas faire après le baccalauréat et tout. Okay. Donc, nous, on a eu ça et ça commence à tourner dans la tête. On s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je fais droit? Est-ce que je fais architecture? Architecture, tu mets déjà de côté parce que j'ai fait un bac A, un bac littéraire. Donc, je me dis, bon, écoute, c'est le droit. Donc, et je vais jouer au basket un jour comme ça avec des amis et il y a un des amis avec qui on joue qui me dit que qu'est-ce que moi je veux faire après. Donc moi je lui dis je veux faire droit et tout. Je dis mais toi qu'est-ce que tu fais en fait? Il me dit il est dans une école de cinéma et moi ça me surprend vraiment parce que pour moi l'école de cinéma il faut pas trouver une bonne école tu vois sur place et tout. Donc il fallait peut-être aller en France, en Europe ou en Amérique. Et écoute, côté budget et tout, tu te dis, bon, ça va être un truc assez fou. Donc, bon, il ne faut pas mettre ce truc-là sur la table déjà, quoi. Donc, quand il me dit ça, il me parle de son école et tout, l'ISIS, et il me donne des contacts. Et puis, voilà, moi, je décide d'aller voir un peu chose que je fais. Je vais voir la direction. Il me donne plein d'informations, les débouchés et tout. Et moi, je sors de là-bas, mais tout joyeux, quoi. Je me dis, c'est ce que je veux faire, en fait. Parce que moi, j'adore les images, en fait. Donc, c'est ce que je veux faire. Parce que tout petit, mon papa avait des appareils photo là. Et ma manie là, c'était de voler des moments précis. Quand les gens mangent, dès qu'ils ouvrent la bouche et tout, là, moi je clique. Et tu vois, je vole tout le temps ces moments là avec la pellicule là. Et je me dis, c'est l'image que je veux faire.
Ok. Quand je regarde les films, les effets spéciaux et tout, je me dis, c'est l'image. Je suis intéressé par l'image. Il faut aller voir le papa maintenant. Donc, en fait, c'est au moment où tu sors de là que tu te dis, c'est peut-être ça que je veux C'est ça. faire. Mais après, il y a la barrière qu'il faut se lever. Il faut aller voir le papa pour lui D'accord. expliquer que je veux rentrer dans le cinéma, je veux Tu devenir, veux plus faire droit. je veux devenir directeur de la photographie. Il faut traduire directeur de la photographie en caméraman. Je veux devenir juste caméraman. Donc, j'arrive à la maison et puis voilà. Je lui dis, ah, papa, c'était le soir, quoi. Je lui dis, papa, il y a une école de cinéma, je vais aller là-bas. Je sais ce que je veux faire l'école de cinéma. Il me dit, pour devenir quoi? Moi, je dis, ah, directeur de la photographie. Donc, il m'écoute, je dis, ah, caméraman. Ah, là, il comprend. Donc, il me dit, il me répond pas, et puis bon, il va se coucher. Donc, le lendemain, il me fait appel. Moi, je me dis, ah, c'est cuit, je ne vais pas aller là-bas. Donc, le lendemain, il me fait appel, et maintenant, on reparle de ça. Il me dit, est-ce que tu es sûr que ce que tu veux faire là, tu pourras être indépendant demain, en fait? Parce que faut pas choisir une voie dans laquelle tu vas passer plusieurs années pour après venir encore dire à papa, papa, aide-moi et tout. Moi, je suis quelqu'un, quand je prends une décision là, j'ai vraiment fait des calculs approfondis. Et quand je dis je vais à gauche, je sais pourquoi je vais à gauche. Donc moi, je lui ai dit, mais oui, je sais ce que je veux faire en fait. Je sais qu'en allant là-bas, là, je n'aurai pas besoin de... Je serai indépendant, quoi. Et tu avais quel âge? 17 ans. Donc, Ok. il me dit, OK, mais moi, je t'inscris en même temps dans l'école de droit, histoire à de l'université. Tu t'inscris à l'université, bah, et puis tu fais ton école de cinéma, voilà, quoi. Je pense que dans sa tête, il se disait, oh, c'est le truc des jeunes là. Ici, il va... Dès qu'on va passer la moitié de l'année, il va dire non, je veux continuer le droit. Et je fais les deux en même temps. J'avais mon cousin qui m'aidait parce que lui, on a eu le bac ensemble, on vivait ensemble à la maison. Lui, il a fait droit aussi. Actuellement, il est magistrat. OK. Donc voilà, c'était mon petit frère. Hein. Donc c'est ma fierté. Hein. Je dis, bon, je connais un magistrat. Et tout, Bien sûr. Donc, lui, il m'aidait avec les cours et tout. Voilà. Donc, à la fin de l'année, je valide les deux. Et je fonce direct voir le papa. Je lui dis, je ne pourrais pas continuer comme ça. Je suis sûr que je vais aller à l'école de cinéma. Donc, voilà. C'est comme ça que ça décolle. Et puis, je fais la première année, la deuxième année, la troisième année. À la première année, c'est le tronc commun. OK. Où on apprend un peu de tout. Nous qui venons d'arriver dans le domaine, on apprend un peu l'histoire du cinéma, la sémiologie de l'image. On apprend un peu tout ça, tout cet univers-là dans lequel on met les pieds. En deuxième année, on se spécialise en technique ou en création. OK. Il y a certains profs qui voulaient me mettre en création. Mais création, c'est-à-dire? Réalisation, scénario, production. Et moi, je me suis dit, mais non, pas question en fait. Moi, je vais aller en technique, je veux faire l'image. Et donc, parce qu'avec les notes aussi, c'est ça. On regardait les notes, on dit, ah, lui, il est bon en réalisation. Donc, on me met en technique, Dieu merci. Donc, on avance. Deuxième année, on apprend beaucoup plus la technique, montage, tout ce qui a trait à la technique sur les plateaux de tournage. Et en post-production aussi. En troisième année, spécialisation image. Je dis quoi? Notre chance ici, c'est qu'on était dans une classe où on n'était que deux. OK. Pourquoi? Parce que la majorité, ils ont choisi. Au fait, il y avait pas, à l'école de cinéma, même, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants parce que c'était une école qui était chère, quand même, tu vois. Donc, ce n'était pas permis à tout le monde d'aller là-bas. Donc, notre promotion, je pense qu'on était, si je ne me trompe pas, je pense qu'on était 10 ou 12 dans toute la promotion. Et quand je te dis la promotion, image, montage, son, réalisation. L'école venait d'ouvrir ou ça existait depuis? Non. Mais l'ISIS, c'est une très, très vieille école. Oui, bien sûr, je connais. Plusieurs noms avant. Mais voilà, donc, on avance comme ça. On a eu la chance d'être que deux. Lionel et moi, et on a été bombardés par tous ces professeurs qui venaient de partout. OK. Donc, on a eu vraiment plein de connaissances qu'on nous a déposées là sur la table pour nous. OK. Et puis bon, il faut dire que moi aussi, j'aimais beaucoup fouiller, j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup aller à la recherche de nouvelles technologies et tout. Donc, je bossais beaucoup moi-même de mon côté. Et je n'hésitais pas à aller sur les plateaux de tournage dès que j'apprenais qu'un de mes professeurs était en tournage. Parce qu'il faut dire que nous, nos professeurs, c'était les gros techniciens du pays, au fait. Ouais. Tu vois? Donc, dès que j'apprenais qu'il y avait un tournage, je dis, ah, je peux venir t'aider et tout pour être sur le terrain, quoi. Donc, ça fait que moi, même en étant à l'école, là, j'allais souvent faire des petits stages comme ça pour voir concrètement comment ça se passe sur un plateau de tournage, quoi. Et puis, voilà, dès que j'ai eu mon diplôme, dès que j'ai fini la troisième année en image, on m'a tout de suite appelé
Comment? de la part d'un réalisateur qui nous a enseigné un scénario. Ok. Une boîte de communication pour le développement m'a fait appel Mhm. pour m'embaucher parce qu'ils voulaient avoir un caméraman dans la boîte. Ok. Parce qu'ils avaient plein de projets de documentaires. Et grâce à cette boîte-là, ben, j'ai voyagé dans beaucoup de pays de l'Afrique Mhm. pour aller tourner un peu partout, des sujets passionnants. Parce que c'était vraiment des films qui étaient commandés par de grosses boîtes. Ok. Tu vois? Donc, il fallait un traitement bien précis, il fallait rendre un truc vraiment esthétique et tout. Voilà. Et au bout de 2 années dans la boîte, ça s'est super bien passé. J'avais un patron mais génial qui m'a permis, quand je n'ai pas de tournage avec eux, de pouvoir vaquer à mes autres occupations. Ce contrat-là, grâce à ce contrat-là, j'ai quand même pu tourner des séries, des longs métrages, des documentaires pendant que j'étais embauché aussi. Donc, ça a fait que j'ai eu vraiment la main. Et quand je fais des masterclass et tout, j'explique aux étudiants là que moi, bosser 2 années dans cette boîte de documentaires-là, ça m'a aidé à devenir un bon cadreur. Parce que, quoi qu'on dise, on apprend des règles et tout de base, on apprend les fondements et tout de ce qu'on fait. Mais c'est le terrain, au fait, et puis c'est la pratique qui vont vraiment concrétiser et puis qui vont vraiment te donner beaucoup plus d'habilité dans tout ce que tu fais. Donc voilà, parce que tu vois, quand tu fais un film, il faut tout le temps essayer de ramener quelque chose de frais, de neuf. Et sur cette question de documentaire et tout qu'on faisait là, le premier documentaire que tu fais, tu ne dois pas faire les mêmes images que le deuxième documentaire. Tu vois, même dans les champs contre champs ou bien dans les manières de filmer des interviews et tout, il fallait quand même soigner, tu vois, les profondeurs des champs. Toutes les petites bases que tu as apprises à l'école, il fallait les appliquer maintenant sur le terrain pour donner de la valeur à l'image que tu es en train de donner, tu vois. Donc, moi, c'était des exercices qui m'ont permis vraiment de m'améliorer niveau cadrage, quoi. Donc, écoute, voilà un peu mon parcours de l'école jusqu'au début de ma carrière professionnelle. Un peu. Mais quand je t'écoute et tu parles d'apprendre qu'on va à l'école, mais finalement, c'est sur le tas qu'on apprend, est-ce que ça veut dire que pour toi, le volet formation n'est pas si important? Parce que finalement, c'est sur le terrain qu'on fait ses armes. Ah non, tu ne m'as pas compris. Je dis encore, et pour moi, je dis ça tout le temps, pour moi, l'école te donne, moi, je vais dire 25% de ce que tu sais. Ce que tu dois avoir dans ton cerveau, l'école te donne 25%, les bases. Parce que l'école ne va pas t'apprendre à aller sur un plateau et puis à bien filmer toutes les séquences du scénario. Parce que je ne sais pas si tu me comprends. En fait, sur le terrain, tu vas avoir un scénario avec plusieurs caractéristiques, plusieurs configurations d'éclairage. Tu as appris les bases à l'école. L'école n'est pas... Il n'y a pas de devin là-bas pour savoir que dans 2 ans, notre étudiant va être confronté à ça. Non. L'école t'apprend toutes les bases. Pour moi, c'est comme la construction d'une maison. La fondation, c'est primordial, c'est très important. Et après, le reste, l'école t'a appris les 25%. Pour moi, 25%, c'est toi-même ton travail personnel. Quand l'école t'apprend les bases, on te dit, oui, il y a telle technique d'éclairage, voilà comment on fait la base. Mais toi, maintenant, tu vas chercher pour savoir, OK, avec cette base-là, d'accord, qu'est-ce que je peux rajouter ou bien qu'est-ce que je peux diminuer si je n'ai pas beaucoup d'argent, si je n'ai pas beaucoup de matériel, comment est-ce que je peux recréer cette base-là, mais avec mes moyens de bord, tu vois. Donc, c'est moi-même déjà qui vais faire des recherches personnelles à côté, en plus de ce que l'école a donné. Le terrain va t'apprendre encore 25%, tu vois, ou bien même plus, tu vois. Et puis, l'expérience, au fil des années, là, tu vas continuer d'engranger encore des connaissances. Donc, voilà. Donc, pour moi, l'école, encore une fois, cette phrase-là est très forte. C'est comme la fondation d'une maison, d'un immeuble. Si la fondation, elle est ratée, l'immeuble va tomber. Dès qu'il y a une inondation seulement, l'immeuble va tomber. Donc, je peux pas te dire que l'école, ce n'est pas important. Ben non, l'école, c'est la clé. Si tu veux vraiment, honnêtement, être le meilleur dans ce que tu fais. C'est vrai que tu peux apprendre, être autodidacte et tout, et puis exceller. Ça, ça arrive, c'est vrai. Oui, mais même les autodidactes, ils se forment d'une autre manière. C'est ça, en regardant des films, tous les classiques, les apprenants. C'est ça. Ils trouvent eux-mêmes leur propre école aussi. C'est ça. Donc, quoi qu'on dise, la formation, on va laisser l'école, on dit la formation. La formation, c'est une base, mais plus qu'importante, quoi. Si tu apprends mal, ton immeuble, quand tu vas le construire, il va être penché. Bien sûr. C'est ça, en fait. Donc, voilà. Et est-ce que dans ton parcours, j'ai pas entendu formation à l'extérieur? Parce que généralement, on se dit, tout ce qui est cinéma et autres, la meilleure formation se trouve à l'extérieur. Est-ce que dans ton parcours, tu as eu à aller étudier ailleurs ou c'est juste sur la formation d'ISIS que tu es resté pour devenir qui tu es? Oui, moi, je suis fier de dire ce que je vais dire là. Moi, je suis made in Africa. Moi, j'ai été formé en Afrique. Je n'ai pas été formé aux États-Unis, en France ou bien en Chine, je ne sais pas. J'ai été formé en Afrique. Donc,
J'ai fait un stage en France, tu vois, un stage de 3 mois sur une grosse série de TF1 qui s'appelle Profilage. Tous les stages t'apprennent beaucoup de choses. Et moi, ce stage-là, dans cette configuration de tournage où les gars ont tout ce qu'il faut pour travailler, ben, ça m'apprend beaucoup de choses. Comment est-ce qu'utiliser tout le matériel qu'il faut vraiment pour faire les scènes. Nous, avant d'avoir ce stage-là, moi, j'étais tout le temps limité parce que dès que tu as une idée visuelle et tout, tu te dis, la prod te dit, on n'a pas d'argent pour faire ça. Tu vois, tu baisses tes bras. Mais être confronté à une production qui te donne les moyens de vraiment faire tout ce que vous voulez faire dans la norme, là, il y a quelque chose qui se colle dans ton cerveau. Et quand tu reviens sur place, là, tu peux même inventer des techniques qui ne coûtent pas cher, mais qui te donnent encore la possibilité d'essayer de te rapprocher le plus que possible de la norme, quoi, tu vois, même sans budget. Ces dernières années, moi, j'ai envie de dire que tu es le directeur photo qui a bossé sur certaines des productions. Non, pas certaines. La majorité des productions à gros budget. Et je vois que tu as bossé sur des projets aussi qui n'étaient pas forcément gros budget. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que beaucoup de professionnels disent que notre créativité se décuple quand on est sur des petits projets. Est-ce que tu partages cet avis? Et toi, tu penses que ta créativité, elle, au max, sur quel type de projet? C'est sûr, sur les projets galères. Sur les projets galères, tu es obligé d'être encore plus vigilant que quand tu es à l'aise, au fait. Tu vois? Parce que imagine si tu fais un voyage, pour moi c'est ça, si tu fais un voyage, tu vois, à Abidjan, à Sini, et que tu as une voiture qui tombe fréquemment en panne, tu vas rouler prudemment. Tu vas faire beaucoup attention. Au moindre bruit que tu entends, tu vas faire très attention. Mais si tu vas à Sini avec la nouvelle voiture que tu as achetée hier chez le concessionnaire et tout là, tu sais que tu vas tester la voiture, tu vas aller très vite et tout. Donc pour moi, c'est un peu ça, au fait. Sur les projets où tu n'as pas tous les moyens techniques qu'il faut, écoute, c'est ton intelligence qui doit être omniprésente, quoi. Mais omniprésente. Genre, trouver des astuces pour compenser ou telle chose. Si, par exemple, tu n'as pas de puissante lumière, tu dois réfléchir pour te dire, bon, écoute, au moins les décors, là, essayons de trouver des décors où il y a de grandes baies vitrées. Tu vois, c'est vraiment genre, tu travailles beaucoup plus. Et puis, voilà, c'est challengeant, quoi. Tu as bossé sur plus d'une 50aine de projets. Est-ce que tu as 35 ans? Si, tu as 35 maintenant? Oui, maintenant. Mais non. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, presque toute ta vie, tu as bossé. On peut dire ça. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui quel est le projet où tu t'es... Oui, tous les projets tu t'es donné, mais où tu sais que tu allais puiser toi-même dans des ressources que tu ne savais pas qui existaient en toi? Parce que le projet l'exigeait ou bien t'obligeait à le faire. C'est une question difficile. Hein. C'est une question très difficile. Tu veux que je te cite les films et puis tu me diras? On peut essayer. Non, parce que honnêtement... Sur tous les projets, tu te donnes ça, nous on sait. Non, mais attends. Honnêtement, on tourne dans un continent où on n'a pas les moyens qu'il faut. C'est-à-dire, toutes les prods, quand elles t'appellent là, à part quelques rares prods qui vont dire, écoute, on a vu ce que tu veux, mais on n'a pas le budget, mais voilà, essaie de réduire et tout, tu vois. Parce que, entre parenthèses, le directeur de la photographie, là, il est un peu le technicien qui aide aussi la prod, tu vois. Bien sûr. À pouvoir avoir tout le matériel et puis toute la technicité qu'il faut, mais il faut que ça rentre dans son budget, dans le budget de la prod aussi. Donc, c'est lui qui aide un peu la prod à trouver la bonne formule et tout. Okay. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de projets où tu as tout ce que tu veux. Tu t'adaptes tout le temps, en fait, à quelque chose. Donc, là, de tête, tu ne peux pas... Oh. Bon, quel a été le projet le plus challengeant de ta carrière? Est-ce que tu peux dire? C'est Cacao. La saison 1 de La saison 1. Pourquoi? Parce que c'était à l'intérieur ou parce qu'il y avait trop de pluie? C'était un mélange de tout. Bon, après moi, les intempéries et tout, c'est pas ce qui va nous effrayer, tu vois. Mais c'était plus un mélange de tout. C'était, tu vois, les décors, accessibilité des décors. Tu t'es éloigné un peu de ta famille. Moi, ma fille venait de naître au fait sur Cacao. Moi, je suis un papa poulain. Moi, j'aime... Quand on tournait sur des décors loin d'Abidjan, dès que je pouvais, je prenais la voiture et puis je rentrais pour la voir, quoi. Donc, mentalement aussi, c'était un projet, mais vraiment qui, à un moment donné,
moi, j'étais pas à terre, j'avais le genou à terre, au fait, parce que mentalement, c'était trop lourd. J'ai perdu quelqu'un de très important pour moi sur Cacao. Ouais. Donc, se relever pour continuer, c'était très difficile. Mais l'équipe de tournage, là, c'est comme une chaîne et tous les techniciens sont très importants. C'est les maillons de la chaîne. Et sur Cacao 1, que ce soit la production ou l'équipe technique et tout, là, on est restés soudés. Et puis, quand quelqu'un s'affaiblissait, tu avais les autres qui tenaient sa main pour se relever, pour avancer. Donc, pour moi, quand tu me demandes le projet qui était le plus challengeant, là, pour moi, c'était Cacao. C'était Cacao. Parce que créer la lumière et tout sur des décors, là, il faut que tu sois... Ça, c'est moi. Moi, chaque fois que je crée en fonction de ce que je dois faire, si c'est une scène d'action ou bien si c'est une scène romantique, moi, j'aime écouter la musique. La musique, c'est un peu ma drogue, en fait. Et il y a des musiques en fonction de la scène que je dois tourner. Ou bien dans ma tête... Mais quand tu dis la musique, est-ce que c'est la musique du film ou la musique en général? Non, moi, mes musiques, en fait. Okay. Je mets mes écouteurs ou bien mon casque Okay. pour baigner un peu dedans. Okay. Si je n'ai pas mes écouteurs ou mon casque, la musique... Donc, si c'est une scène de prostituée, c'est quoi? On va entendre dans ta... C'est une scène de quoi? De prostituées qui sont dans un, je sais pas moi, dans la rue en train de draguer, c'est quoi qui sera par exemple dans ta playlist? Tu vois, un de Caris? Non, pas ça, mais un truc où voilà, le beatmaker se lâche, quoi. Genre un truc, je sais pas, rap, Ok. ou bien, ouais, tu vois, un truc rap, dancehall, tu vois. Ça dépend de ce qu'on filme, tu vois. Ça dépend de ce qu'on filme. Si tu dis filme une scène d'amour, c'est quoi qui est dans le casque? Ouais, tu donnes un truc... Oui, mais par exemple, donne-nous un titre, drop un titre, je sais pas. Mais moi, je te donne mes secrets, en fait. Vous allez utiliser mes drogues. Mais non, on va pas utiliser. Donne-nous des titres, peut-être ça va nous permettre d'enrichir notre playlist. Bon, regarde, par exemple, je sais que j'ai filmé récemment, il n'y a pas longtemps, une scène où je pense... c'est une scène d'amour quand même, mais triste, tu vois. Je pense qu'ils ont... C'était un au revoir. Voilà, un truc comme ça. Donc moi, qu'est-ce que j'ai écouté? Je pense que c'était Neo Sosic. Ok. Mais c'est vraiment genre me mettre dans un truc... moi-même... Mélancolique, triste. C'est ça, moi-même pour... C'est comme si c'est des habits que je porte. Tu vois, quand je vais tourner une scène, par exemple, où je vais être à l'épaule et puis ça va être, tu vois, hardcore, scène et tout, je me mets dans un truc où, je sais pas, je peux écouter du dancehall, de la dancehall, je peux écouter du reggae, mais qui bouge, je peux écouter de la reggaeton ou bien du rap. Tu vois, des trucs qui envoient, quoi. Mais si c'est un truc tout doux, je vais écouter une musique, mais... Très chill, très douce. Très chill, et puis je contrôle moi-même ma respiration et tout pour planer. Ok. Tu vois, pour vraiment planer, quoi. C'est pour ça que je te dis, la musique, là, c'est vraiment ma drogue. Parce que ça a l'effet de la drogue, en fait, sur moi. Et j'ai lu des trucs, et c'est la vérité, en fait. Je pense que c'est les chamans, là, les Indiens, ils utilisaient la musique un peu comme drogue aussi. C'est-à-dire, quand tu les vois, ils dansaient, hey, ça les mettait en transe un peu, là. Voilà. Donc, je suis un peu comme un chaman aussi, quoi. On avait compris. Alors, quand je regarde ta bio, je me rends compte qu'en fait, quand tu as fini l'école, tu as travaillé directement sur un long métrage. Comment est-ce que tu t'es... Enfin, je trouve que tu es extrêmement chanceux. Comment est-ce qu'on finit l'école en même temps? On se retrouve sur un gros... En plus, c'était un gros long métrage. Akilitan? Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on finit l'école et on se retrouve directement sur Akilitan? Isiaka Konaté, qui était quand même un grand, je pense, à cette période-là. Et comment on fait? Est-ce que c'est parce que, voilà, quand on était à l'école, on travaillait déjà, ou bien on a de très bonnes connexions, on est le gosse de... Comment on fait pour se retrouver sur un projet de ce type-là? Prends ta deuxième réponse, hein, c'est juste parce qu'on travaillait très bien à l'école. Ok. Parce que mais tu étais le meilleur à l'école, c'est ça? J'étais bien. Oui, mais bon, tu dis comment on travaillait très bien. Non, je ne sais pas, c'est plus mes professeurs qui peuvent... On était deux bons, tu vois, on était bien. Mais c'est toi qui te retrouves dessus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un de mes professeurs qui est vraiment un exemple pour moi que je suis. Paul Dibila, c'est un des meilleurs directeurs de la photographie du Burkina. Il était un de mes professeurs en direction photo. Parce que, comme je t'ai dit, en troisième année, là, on a eu plusieurs professeurs. Il y en a qui sont venus de Belgique, des États-Unis, de la France. Donc, Paul Dibila, il devait faire le film de Isiaka Konaté. Et à la dernière minute, il y a la chaîne Africa qui venait d'ouvrir, qui l'a embauché. C'était le directeur de la photographie de la chaîne. Okay. Ça, c'était un gros contrat et tout. Donc, il dit, bah, écoute, il dit à Isiaka Konaté, bah, moi, je ne peux pas le faire, mais je peux te recommander quelqu'un. Et, moi, on m'appelle, je ne sais pas, peut-être 2 semaines avant le tournage, quoi. Parce que Paul Dibila me dit, Aziz, viens, je veux te voir. Donc, je passe à l'école, je le vois. Il me dit, ça va. OK. Il dit, écoute, moi, je dois faire un film, mais je ne peux pas le faire. Donc, c'est toi qui vas le faire. J'ai dit,
c'est quel film? Il me dit, ah, c'est un film Issaka Konaté. Nous, on connaissait Issaka Konaté parce qu'il faisait partie des premiers réalisateurs burkinabés à avoir percé à l'international. Bien sûr, bien sûr. Donc, il me dit ça avec lui. Moi, je commence à stresser, au fait. Je me dis, ah, mais le vieux... Et c'est pas ça ton projet le plus compliqué? Non. OK. Il me dit, j'ai dit, mais le vieux, tu me mets dans quoi, au fait? Genre, mais attends. Parce que là, ce projet-là, c'était comme... tu regardes un peu les Marvel, non? C'était comme les Avengers, au fait. Tous les chefs de poste qui étaient sur ce projet-là, c'était mes professeurs à l'école. C'était l'élite, au fait, du cinéma burkinabé. L'ingénieur du son, tu avais Siribié Lassina. Moi, je me rappelle de tout le monde. Hein. En machinerie, tu avais Feu Thierry Kafando. Électro, tu avais chef Hassan Maïga. C'était les gars qui avaient bossé avec les Samuel Nousman. Tous les gros projets africains. Tous les gros, Et on me dit... Tu vas les commander, en fait, finalement. C'est toi qui vas être le chef opérateur. C'est toi qui es le chef. Donc, c'est toi, ils doivent t'écouter. Comment on se positionne quand c'est comme ça? Est-ce qu'on les appelle monsieur ou bien tu les appelles par leur prénom? On fait quoi? Quand moi, j'ai arrêté... Quand j'ai fini à l'école, on a vite enlevé ça. Ils m'ont dit, tu m'appelles plus monsieur, au fait. Par exemple, Thierry Kafando, mon prof de machinerie et puis mon chef machinot pendant plusieurs années, là, lui, j'appelais mon titi, tu vois. Et chef Hassan Maïga, lui, on l'appelait papa parce qu'il était vieux, tu vois. Donc, quand Djibila me rassure, moi, je vais voir la prod et tout, on discute et puis c'est bon. Moi, je rencontre maintenant les techniciens avec qui je vais bosser. Et mes deux bodyguards, c'était Thierry, le chef machiniste, et puis le chef électro. Okay. Donc, eux, ils me rassurent direct, en fait. Ils me disent, Aziz, on sait que tu stresses, mais... T'inquiète, on est là. Nous, on sait que tu peux faire ça. Donc, calme-toi seulement et puis fais juste le boulot, en fait, tu vois. On est à côté. Moi c'est rentré ici, c'est sorti ici. Le stress est là. Tu étais en stress. Le stress est là, jusqu'au premier clap. Et le premier jour de tournage, le stress est là. Mais moi, je suis quelqu'un qui s'est bien caché, au fait, tu vois. Je suis Capricorne. On a quelque chose que tu ne vas pas voir, en fait. Vraiment, aujourd'hui, on va apprendre tout. Tu vois? On va apprendre que la musique, des chamans, ok, Capricorne, d'accord. Non, mais c'est un signe zodiaque particulier. Ah, tu y crois? Oui. Ok, d'accord. Tu vois? Je ne savais pas. Le stress, là, à part les gars qui sont proches de moi, personne ne voyait ça. Et les Sagittaires, ils sont quoi? Comme tu veux faire la... Non, moi, je parle de moi-même. Ah, tu connais D'accord. Donc, tu étais en stress, mais tu réussissais à gérer ton stress. Donc, dès qu'on a fait le premier clap, ça s'est évaporé. Et toutes les semaines qu'on a passées là, c'était des semaines mais magnifiques. Parce que moi, j'ai appris beaucoup. J'ai appris à filmer des choses abstraites qui, moi-même, souvent, je ne comprenais pas. C'était vraiment le délit du réalisateur. Mais lui, il savait ce qu'il voulait. Mais je vous jure, à Kilitan, on a tourné le film. J'ai lu le scénario, mais on a tourné le film. Mais moi, je ne comprenais pas, en fait. Je me disais, mais le film, c'est quoi, en fait, le truc? Et quand ça a été sélectionné au FESPACO, je pense, c'était sélectionné peut-être, est-ce que ça ne vaut pas 7 ans après ou 6 ans après qu'il a fini la post-prod? Hein? On dit, c'est le film burkinabé qui est en sélection officielle du FESPACO. Je dis, quand je vais voir le film, là, mais à la fin, j'ai pris le réal dans mes bras, quoi, parce que je me dis, mais lui, on a fait du cinéma, en fait. C'est pas seulement. Mais 7 ans après, tu trouvais que c'était quand même un. Ouais. Ok, donc ça veut dire qu'un bon film, peu importe le nombre d'années, il reste bon, en fait. C'est ça, en fait, tu vois. Parce qu'on a tourné quand même, on a bien tourné techniquement. On n'avait pas. Quand le film était en sélection, il y avait d'autres films, les gars tournaient, mais déjà Alexa, les dernières caméras à la pointe, là. Mais nous, on avait tourné genre avec un appareil photo. Je pense que c'était avec. Une Nikon... Oui, c'est ça. C'était une Nikon D800. Ouais, c'est ça. C'était une Nikon D800. On avait tourné un réflexe et tout, là. Mais dans la salle, j'étais fier, au fait. Je dis, on n'a pas à rougir, au fait, de ce qu'on a fait. On a bien fait le boulot. Et puis, voilà. Donc, voilà mon premier projet. Ouais. C'était pas facile, mais c'était une belle aventure. C'était une belle aventure. Alors, après ce projet, je vais lire, comme ça, je vais te laisser manger un peu. Je vais lire. Après ce projet, il y en a eu d'autres. Donc, celui-là, c'était le premier. C'est à Kilitan, de Issaka Konaté. Ensuite, tu as été directeur photo sur Existence arrachée de Géry Barbeau. Ensuite, Touaga de Cédric Ido, que j'ai beaucoup aimé, qui était assistant caméra de Run de Philippe Lacotte. Ensuite, La lutte de Fatim de Auguste Coutou. La Villa Rouge de Boubacar Diallo. Jade Production, non, c'est pas ça le nom. Ah oui, non, mais tu as bossé à Jade Production, du coup, la maison de prod dont tu nous parlais, tu as réalisé plus d'une dizaine de documentaires pour eux. Ensuite, Ma mort ne m'appartient pas de Auguste Couteau. Ensuite, La fugitive de Boubacar Diallo. À vendre de Kadi Traoré.
Fabiola de Boubacar Diallo. Profilage, la série de TF1 dont tu as parlé. Ensuite, Jarabi de Idrissa Ouedraogo, le grand, l'unique. Un président au maquis de Laurent Desboises. Bienvenue au Gondwana de Maman. Tout ça. Ensuite, le prix de la séduction de Aziz Nikiema. Ensuite, Marchand de rêve de Anna Balo. Wozo de Thibaut Mounier. Essentiellement femme de Anna Balo. C'était une émission télévisée de 52 minutes. Top Radio d'Alex Ogou, Invisible d'Alex Ogou, Sankara et moi, très belle comédie aussi, de Laurent Desboises, Timeless de Imra Ayam et Laure Hamond. Ah, bah c'est les gens de H Studio. Oui, ah, ok, d'accord. Résolution de Boris Oué et Marcel Sang, qui était produit par Evelyne Ian. Ili maintenant. Les maternelles d'Afrique, qui est l'émission qui est diffusée sur TV5. Ensuite, Bonne Santé, qui est aussi une émission de Samantha Bifo. Bonne Santé, donc la saison 2. Ensuite, Que le père soit de Clarence Delgado. Une vie de rêve de Aziz Niekema. Affaires de femmes, c'était le pilote d'une émission, en tout cas des Dan TV. Grand cas de Deza Romeo. Ensuite, tu as été directeur photo longtemps pour H Studio. Non, pas longtemps. Pas longtemps? Non, je faisais de la consultance. Ok, tu étais consultant pour H Studio. Ensuite, tu as fait Cacao d'Alex Ogou, Les coups de la vie de Franck Vlehi, où tu es directeur photo assez souvent, donc depuis 2019. Stay Up de Aïssata Ouamara. Le Parlement du rire en vacances de Maman. MTV Shuga saison 2 avec Willy Niava et Siam Marley. Les trois Lascas de Boubacar Diallo, De plus en plus loin de Fabien Dao et Eric Hervé. Ensuite, Teranga de Cyril Seba et Angèle Diabang. Obatanga d'Alex Ogou, Marabout Chéri de Louis Marquez et Kadi Touré, Nigne de Sarah Atita, Niabla d'Alex Ogou, Black Tea que j'ai regardé dans l'avion, qui est assez spécial. C'est un film d'auteur hein, d'Aboudraman Sissako. Bah, il a bossé aussi sur le Bachelor, saison 1 et 2. Donc, peut-être qu'il va nous dire... Il sait qu'il est sur le 3 aussi. Peut-être qu'il va nous dire c'est qui le nouveau Bachelor. Ensuite, I Feel Food, la saison 2, qui est une série. Après, il y a Buzz de Franck Vlehi qui sort bientôt sur... bon, on n'a pas encore le droit de dire. La Coupe du Parlement du Rire de Maman. Le futur est à nous. Ensuite, Obatanga, saison 2 d'Alex Ogou et Jean-Luc Rabatel. Les Damnés de la Terre de Jean-Pascal Zadi qui sort normalement, je crois, l'année prochaine. Ensuite, Cacao, saison 2 qui est en cours de tournage. Et on va recevoir Alex aussi dans quelques semaines et puis il va nous en dire plus. Et même la scénariste aussi. Aziz, c'est avec... Non, bravo. Vraiment, félicitations. Et donc, plus de 50 projets. Si aujourd'hui, je te demandais, c'est avec lequel des réalisateurs, je me rends compte que déjà que tu es très fidèle parce que tu tournes plusieurs fois avec les mêmes. Est-ce que c'est parce que tu kiffes ces personnes-là ou c'est parce que tu kiffes les projets? En fait, je refais la question. Tu te mets sur un projet parce que tu kiffes la personne qui est dessus, genre le réel, ou c'est le projet que tu kiffes? Tu pourrais travailler, par exemple, avec quelqu'un que tu n'aimes pas parce que tu kiffes le projet. Donc, c'est d'abord la personne avant le projet. Oui, c'est la personne d'abord. Il faut qu'il y ait un feeling qui passe. Okay. Il faut que je sente que, humainement, c'est une bonne personne. Et je sens ça très rapidement. Donc, dès que je sens ça, le projet, c'est le projet qui me prend, en fait. Donc, le projet me prend et puis voilà. Mais, parce qu'on parle d'un truc de collaboration artistique. Donc, si tu ne peux pas collaborer avec la personne en face, là, pour moi, ça ne sert à rien de commencer, au fait. Tu vois? Est-ce que si on dit que Alex est ton réalisateur fétiche, tu dis oui ou on se blague? C'est juste lui qui a beaucoup d'argent, c'est pour ça que tu tournes avec lui. Mais non, pourquoi vous dites ça? Non, c'est pas une histoire d'argent. C'est ton réalisateur fétiche? Parce que je sais que par exemple aux États-Unis, il y a plein de réals qui ont leur... Donc, peu importe ce sur quoi tu es, si par exemple Alex t'appelle, tu viendras. Parce que je sais qu'il ne va pas prendre n'importe quel projet. Ok. Tu vois ce que je dis, non? Ça veut dire, humainement, c'est une bonne personne et je sais qu'il ne va pas prendre n'importe quel projet. Donc, dès qu'il m'appelle, il me dit « Allô, voilà, ça y est, on y va. » Tu vois? C'est des setups qui sont installés qui font que la collaboration est facile, elle est fluide. Et puis, à chaque fois, on sait que tous les deux, on essaie d'aller encore plus haut dans ce qu'on doit donner. On sait que, par exemple, sur tel ou tel projet qu'on a fait avant, on a mis la barre ici. Ah, on sait qu'on doit mettre encore la barre plus haute. Donc, ça cravache du des deux côtés, quoi. Donc, voilà. Et oui, j'ai beaucoup bossé avec Boubacar Diallo aussi. Oui. C'est pareil. Humainement, c'est une belle personne, c'est une bonne personne. Donc, c'est facile.
c'est facile de collaborer avec ce genre de personnes-là parce qu'elles sont à l'écoute Mhm. et elles veulent que le projet soit plus que bien, plus que parfait. Donc, c'est ça, en fait, le truc, être à l'écoute. Si tu as un réalisateur qui est à l'écoute, tu peux libérer, au fait, ton potentiel et puis mettre ça à son service. Mais si tu as un réalisateur qui n'est pas à l'écoute, c'est pas tout le monde. Mais moi, c'est des choses qui me frustrent beaucoup, au fait, parce que moi, si j'étais réalisateur, j'allais être automatiquement à l'écoute de tout le monde, en fait. Parce que pour moi, un cerveau peut te donner un résultat qui va être noté 8 sur 10, mais 2, 3, 4 cerveaux, c'est sûr que tu vas avoir 10 sur 10, au fait, parce que tu as des idées différentes qui vont se mixer pour donner un résultat, mais qui se rapproche du perfect, quoi. Tu te vois réaliser, du coup? Honnêtement, pas pour le moment. Pas C'est pour le pas... moment. Moi, je suis bien dans mon métier. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Quand est-ce que tu vas à la réalisation? Je lui ai dit, mais c'est pas un parcours. Je dis, je suis Bien directeur sûr. photo et puis je vais à la réalisation. Tu peux rester C'est mon directeur métier, au fait, photo et c'est très bien en plus. Tu le fais bien. Peut-être que je vais faire un court-métrage ou des courts-métrages souvent parce que voilà, j'ai envie de raconter des histoires, d'essayer des choses techniquement que peut-être les réalisateurs avec qui je bosse ne N'osent pensent pas à essayer. Mais voilà, c'est... Oui, souvent ça passe dans ma tête. Ok. Et en dehors de Boubacar Diallo et Alex Ogou, quel réalisateur, par exemple, a été une agréable surprise dans la manière de travailler, dans les idées qu'il avait sur le plateau, dans son management? Philippe Lacotte. J'ai pas eu la chance de bosser en tant que chef-op pour lui. J'ai été assistant sur un. Et là même, c'était un coup de chance. Hein. Ouais. Ils avaient monté leur équipe et ils avaient commencé à tourner à Banfora. C'est dans l'ouest du Burkina. Là. Et mon ange gardien, Thierry Kafando, voilà, il m'appelle, il me dit « Allô Aziz, tu fais quoi actuellement ?» Je dis « Je suis dispo. » Il me dit « Écoute, moi je tourne sur un long métrage là. Et l'équipe là, il faut venir renforcer un peu l'équipe en fait, tu vois. Donc, c'est bon pour toi? Je lui ai dit oui, mais moi, il ne m'a pas dit quand. Donc, le directeur de prod, arrive. Michel, il m'appelle. Ils sont déjà là-bas, en fait. Donc, Michel, ok, d'accord. Michel, qui est un réalisateur de documentaire excellent, là, il m'appelle. Allô, Aziz, ça va? Thierry t'a appelé? Non, j'ai dit oui. Il dit bon, tu peux démarrer cette nuit-là. Je lui dis ah, le gars. Il me dit ouais, comme ça, demain, voilà, tu tournes quoi. Donc, moi, je fais mes affaires, pap. Et puis, je démarre. Donc, j'arrive là-bas. Le lendemain matin, je suis sur le plateau et puis on tourne. Et je connaissais pas Philippe Lacotte, tu vois. Et il voit sa manière de travailler. J'étais content parce que, tu vois, après avoir bossé avec Issaka Konaté, tu vois, des gens qui font des plans, pas pour faire des plans, qui font des plans qui donnent une composition qui a un sens. Ces personnes-là, honnêtement, non, elles sont rares quand même, tu vois. C'est des personnes qui utilisent la caméra comme un pinceau, tu vois, pour dessiner un beau tableau et le présenter aux cinéphiles. Et c'était franchement, franchement, je garde un bon souvenir de ça. J'ai eu très mal parce que je n'ai pas pu faire la partie ivoirienne. Ils m'ont dit, ouais, mais tu viens... J'étais sur un autre projet. Oui, j'ai dit, mais ce n'était pas prévu. On m'a juste dit, Banfora. Ouais. Ça me fait mal au cœur parce que j'aurais voulu finir ça avec vous parce que l'équipe était adorable. Tout le monde était au top sur le projet. Donc voilà, je te dirais Philippe Lacotte. Est-ce que tu as déjà bossé sur un projet justement où tu as été déçu de la manière de travailler du réal alors que vous avez justement cette très bonne connexion que tu dis là et puis malheureusement sur le plateau, parce que souvent quand on travaille, on n'a rien à voir avec l'humain qu'on est, il t'a déçu dans sa manière de travailler. Est-ce que ça est déjà arrivé dans tes 53 projets? Bon, écoute bien, ça arrive tout le temps. Mais c'est même pas 53 parce que tu as fait plus d'une dizaine de documentaires. En fait, on est à presque 70 en fait. Attends, si on décompte bien, on est à 70 quelque part là-bas. Je pense qu'après, je vais prendre mon CV et puis je vais commencer à compter mon... Non, parce que j'ai dit 53, mais tu as fait 10 documentaires, l'autre côté, une dizaine. Une dizaine. Ah non, tu es peut-être à 80. Hein. On n'a qu'à bien s'asseoir, on va compter. Mais bon, bref, est-ce que c'est arrivé? Oui, ça arrive tout le temps. Pourquoi ça arrive tout le temps? Tu sais, quand tu as deux personnes, tu as deux cerveaux qui veulent... qui lisent, par exemple, une séquence, ils ont... Le réalisateur, c'est le capitaine, c'est lui qui décide à la fin. Bien sûr. Tu peux avoir des réals qui ont leur vision. Toi, ton travail, c'est juste de traduire leur vision en image. Et toi, tu vas te dire, la meilleure façon de rendre ça en image-là, c'est de passer par ce raccourci, tu vois, ou bien de prendre cette voie. Le réalisateur, peut-être parce qu'il ne comprend pas bien où tu veux aller là, tu vois, on va débattre et tout. Et des fois, on fait les débats et puis on fait les deux. Avec Boubacar Diallo, on fait les deux. On fait pour lui et puis on fait pour moi. Après,
il choisit pour lui. Par exemple, il y a eu l'exemple parfait sur les 3 Lascar. S'il regarde ça, il va rigoler, au fait. Axel, le producteur, le coproducteur, Boubacar Diallo et moi, on était en train de s'embrouiller sur la dernière séquence, au fait, du film. La partie de la danse, là? Oui. C'était l'idée de qui, ça? Non, nous, on était en train de s'embrouiller. Hey, toi, c'est moi, je parle. Il faut manger. donc, nous, on était en train de s'embrouiller. Nous, on dit, mais... Bah non, genre, lui, il voulait faire comme un clip. Et nous, on dit, bah non, c'est pas un clip, au fait. Non, non, non. Donc, on était un peu perdus, on ne comprenait pas. Mais moi, chacun a son point de vue. Moi, après, quand j'ai vu le film, quand je vois ça, le clip, là, mais je me marrais, au fait. J'ai rigolé, au fait. Tu vois ce qu'il dit, non? Mais c'est le but que ça fasse rire. Oui, c'était ça. Mais moi, je ne voyais pas ça comme ça. Ça faisait très rire. Oui. Mais lui, tu vois, on a eu ce débat et tout. Et puis, même, je pense... Moi, quand je suis comme ça, je suis entier, tu vois. Non, genre, ouais, je dis non, mais ça passe pas. Non, 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 non. Mais avec tout le monde, Alex, souvent, genre, on a cette discussion. Ouais, non, ça, non, non, non. Il te dit non, ça. Mais après, quand on finit la séquence, mais sur le champ, ça dit, moi ou le Real, si l'une des idées est passée, l'autre vient, on se prend dans les bras et dit, ah, tu avais raison. Ah, non, non, non. Tu vois? Donc là, vous êtes pris dans les bras après cette scène? Ou pas? Non, mais après, je pense qu'on a regardé à la projection, je pense que je lui ai dit, ah, tu as bien vu. Tu as bien fait d'insister, au fait. Parce qu'on ne voulait pas lâcher. On disait, non, on peut pas faire comme ça. Et puis, à la fin, il a mis son veto. Il dit, bon, je mets mon veto derrière. Ouais, parce que c'est le... Et là, nous, on sait tu quoi. Mais franchement, je lui ai dit, je sais que je lui ai dit ça. Je lui ai dit, ah, tu as bien fait d'insister. Franchement, là, si on avait fait ça comme nous, on disait, là, ça n'allait pas être ça. Donc, oui, ça arrive tout le temps. Et tu vois, ce que je t'explique là, c'est des débats pour avoir un résultat high. Au top. C'est des débats pour avoir un résultat high. Ce n'est pas des petits trucs de personnes. Genre, ouais, tu ne vas pas appeler. Non, tu vas... non. Et là, je vois jusqu'où ton travail va. Mais en fait, non, je vois à quel niveau il est, mais à quel moment il commence. Est-ce qu'on peut dire à quel moment le travail du directeur photo démarre et à quel moment il se termine? Écoute, c'est très simple. Le travail du directeur photo, là, il y a aussi 3 volets à la préparation, en pré-production. Il fait quoi en pré-prod? Il va bosser avec le réal et l'équipe artistique pour définir un peu tous les looks du film. Okay. Comment est-ce qu'on doit donner, quel chemin on doit prendre pour arriver, pour atteindre ce look-là. Tu vois, avec le chef décorateur, tu vois, même avec les costumiers. Je bosse même avec les make-up artistes, là. Parce qu'en prépa, on fait des essais caméra. OK. Pour voir, par exemple, avec la lumière, là, est-ce que ce maquillage-là, sur les acteurs principaux qui vont jouer tout le temps, là, est-ce que c'est le bon fond de teint sur eux? Tu vois? Donc, c'est sûr que maintenant, bon, comme moi, je bosse avec des chefs maquilleurs que je connais depuis plusieurs années, là. OK, ça arrive que peut-être on saute ces étapes et tout, là, mais c'est ça la règle, en fait. Tu dois faire des essais avant de venir sur le tournage. C'est plus le travail des assistants aussi, tu vois? Les essais sur les personnages, pour voir la peau, qu'est-ce que ce fond de teint la donne sur la peau par rapport aux lumières extérieures ou bien aux lumières nuit, jour, tu vois. Dès que tu as ça, toi, tu sais par exemple que, bon, voilà, quand je vais bosser avec elle, je dois utiliser une gélatine parce que, bon, c'est agressif ici, donc ça fait sortir tel défaut et tout. Ensuite, on va échanger peut-être avec le directeur sur son découpage technique, tu vois, pour gagner une longueur d'avance et tout, et puis pour imaginer chaque scène, tu vois, visuellement. Je rajoute ça à la constitution de l'équipe, c'est la prod qui doit faire ça. Mais j'ai la chance de bosser avec des prods qui, honnêtement, me donnent carte blanche. Pourquoi? Pour ton équipe d'image? Tu vois. Okay. Parce que... Donc là, on est toujours en pré-prod. Hein. En pré-prod, okay. Tu vois. Donc, j'ai vraiment la chance. Et puis, je leur dis merci, je profite de leur dire merci. Parce que peut-être qu'ils ne le savent pas, mais c'est des éléments qui sont très clés. Quand tu as autour de toi les bons soldats, bien sûr, tu peux tenir n'importe à n'importe quelle guerre, tu peux rester debout et puis voilà, gagner la bataille, quoi. Donc, après, quand on rentre dans la production, bon, c'est ça, tu vois. Tu mets en image toutes les scènes et puis voilà, dans le meilleur des cas possible, voilà. Vous faites votre taf et tout, vous avancez. Donc là, on a fini la pré-prod. Ouais. Donc en production maintenant. Là, je suis en production, je t'ai dit. On met en boîte maintenant les scènes, tu vois. Une journée classique, tu arrives sur le plateau, tu as lu déjà les scènes à tourner. Avec le réalisateur, vous avez discuté aussi. Vous n'avez pas discuté, vous discutez là sur le décor. Il va t'expliquer un peu comment est-ce qu'il veut. Parce que souvent, on s'adapte. Hein.
Vous pouvez vous dire, bon, on veut tourner comme ça et tout. Peut-être on a fait le storyboard ou pas. Mais arriver sur le terrain, c'est le terrain qui décide, au fait. Souvent, on s'adapte. Comme je t'ai dit, on est dans un milieu où il n'y a pas beaucoup d'argent, tu vois. Donc, on ne peut pas se dire on construit exactement ce qu'on a rêvé, ce qu'on a imaginé en prépa. Donc, voilà. De la meilleure des façons possibles, on met en boîte les séquences. On éclaire les scènes après que le réalisateur ait expliqué. On fait les mouvements de caméra, les installations de matériel qu'il faut. Et puis, voilà. On tourne, on gagne chaque journée jusqu'à la fin, jusqu'au dernier clap. Une fois qu'on a bouclé ça, on passe à la partie post-production. Le directeur de la photographie, il intervient juste dans la partie étalonnage. Normalement, c'est lui le superviseur général de l'étalonnage, en fait, parce que c'est lui qui a tourné, il sait comment est-ce qu'il a coloré ses images. Et c'est lui qui sait, par exemple, quel genre de teinte, quelle colorimétrie, quelle saturation et tout. Le technicien étalonneur doit utiliser pour avoir le meilleur rendu qui a été décidé à la prépa. Donc finalement, tu interviens sur toutes les étapes du film. C'est ça. Sauf à la distribution et tout. Quoi que peut-être que tu pourrais, c'est parce que tu veux pas, mais bon, ok. Est-ce qu'il y a une scène, est-ce qu'il y a une scène difficile pour toi à filmer? Parce que je sais par exemple que quand il y a certaines scènes de sexe ou de nu, ça va être le directeur photo qui va rester dans la chambre avec le réalisateur, avec le cadreur, parce que il peut pas. Souvent, les actrices ont du mal, ou bien les acteurs, tout ça, ou bien pour qu'ils puissent rester concentrés. Est-ce que toi, en tant que directeur photo, et je sais que par exemple, il y a certaines scènes où on a l'impression que la fille, le gars est sur elle, mais en fait, non, c'est le directeur photo qui est au-dessus d'elle avec sa caméra, elle est en train de se toucher. Bref, est-ce qu'il y a eu des scènes compliquées comme ça à tourner pour toi? Parce qu'en dehors d'être directeur photo, tu restes un homme. Et est-ce que, voilà. Ou pas du tout dans ta carrière, toi, tu es. Non, il y a eu des scènes où on m'a surpris. Je te dis ça comme ça. Je sais qu'on a tourné des scènes hautes et tout. Oui, les filles, elles vont être en petite tenue. Ouais, tu vois. Mais moi, encore dans ma tête, je reste très pro, en fait. Ça veut dire, même mon regard, que je vais, par exemple, adresser, par exemple, à l'acteur ou à l'actrice, honnêtement, c'est très pro. C'est pas un truc où, genre, j'ai des... Tu as des vues sur elle et tout. Des cas... Non. Non, genre, t'as jamais géré une actrice. Ok, d'accord. Donc, non. C'est vrai? On reste très carré. Ok. Donc, tu vois, tu restes très concentré. Parce que le directeur de la photographie, c'est la personne qui est en face des acteurs, en fait. Ça veut dire, imagine, tu vois un acteur, par exemple, qui doit jouer nu. Genre, quand toi, tu cadres et puis tu commences à rire un peu. Tu te déconcentres, en fait, le gars, en fait. Bien sûr. C'est pourquoi moi, je dis souvent à mes collègues techniciens, là, nous, ce qu'on nous a appris, c'est-à-dire, nous, techniciens, on ne doit même pas aller ou toucher même les acteurs quand on veut installer des lumières et tout. Ça ne se fait pas, en fait, tu vois. Tu vas sur des plateaux souvent où, bon, tu vas voir des techniciens qui vont, tu vois, se moquer des acteurs parce qu'ils n'ont pas dit le texte ou bien... Non, ça ne se fait pas, en fait, parce que vous les déconcentrez, au fait, vraiment. Donc, oui, la scène où on t'a surprise. On t'a surpris, pardon. Tu vois ça, c'était Akilita. Ok. Ah, il y a une scène où l'acteur... c'était un truc onirique, tu vois. Le réel avait sa signification précise de cette scène-là. Où il est dans une salle et puis il est entouré de femmes, tu vois, un peu dénudées, qui tournent autour de lui et puis chacune passe sur lui et tout. Ah. Et puis cette scène, bon, c'est pas sur lui qu'on doit, c'est sur toi. Donc on a filmé, on a commencé par le subjectif du gars. Ils ont fait la répète et tout. Et la répète, là, ils n'ont pas tourné ce qu'ils vont faire. Moi, je ne savais pas. Donc moi, j'ai regardé, ah, c'est ça, ok. Donc on dit le subjectif. Donc moi, je me couche avec la caméra et les filles, elles viennent maintenant. Non, c'est sur toi. Il y toi. a une qui est venue. Ah, moi, je ne savais pas ce qu'elle avait fait, ce qu'elle m'a fait là. Qu'est-ce qu'elle a fait? On doit aller regarder le film où la scène était coupée au montage. Je pense un peu, ils n'ont pas trouvé. Moi, je dis, mais donc, j'avais la caméra comme ça et puis, je ne sais pas si le réel, il se moquait de moi au fait derrière le moniteur, donc il essaie de durer. Mais je ne sais pas, à un moment, je ne regardais plus l'image, puis je regardais genre au moniteur pour dire... Mais elle faisait quoi exactement? Dis-nous. Elle faisait des trucs qui pouvaient déconcentrer. Ok. D'accord. Donc, c'était pas facile. Ouais, ok. Non, si tu me dis que ça a été coupé au montage, ça veut dire que j'imagine. À la fin, ils se sont tous moqués de moi. Ok. Toute l'équipe. Parce que moi, mon visage là... tu es très expressif. Tu lis toutes les expressions sur mon visage. Donc, j'étais là comme ça, je me dis... Donc, quand on dit couper là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait couper en fait? J'ai dit, mais on n'a pas répété ça. Ouais. Il dit, non, mais c'était bien et tout. Donc, voilà, c'était comique. Après, c'était ton premier film, donc ça va.
Oui, Donc après ça, tu t'es plus laissé déconcentrer. Non, ça va, c'était pas... Attends, déconcentration, là, ne comprenez pas que je me suis excité là-bas ou quoi? Non, Mais, non, non, ben, non, 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 moi, non. j'ai rien dit. Je répète, je m'attendais pas à ça. D'accord, Tu vois, ok. non, ah. Mais est-ce qu'il y a eu des scènes où tu as eu de gros fous rires, même si tu devais pas, parce que voilà, c'était drôle. Ah oui, avec les mamans là. Bah, Aïe, bien aïe, sûr, aïe, aïe, j'imagine. aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que tu tiens la caméra. Go, Digbe, maman, Charlotte, tu tiens la caméra. Tu sais, les gars, il y a ce qui est écrit. Et puis, il y a ce qu'ils disent. Mais les gars, ce qu'ils te disent là, tu ne sais pas d'où ça sort en fait. Donc, tu cadres, tu as l'épaule. Les gars, ils te sortent une blague. Tu es obligé de fermer les yeux et puis serrer les dents en fait pour ne pas rire. Parce que si tu ris, le plan est gâché en fait. Tu vois? Mais dès qu'on dit couper là, genre, tu as mal au ventre en fait. Parce que tu as tellement retenu. Tu as Donc, tellement oui, non, ceux-là, non, 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 non. Eux, ils sont dans mon top 1 en fait. C'est-à-dire, quand je bosse avec eux, mais même les équipes que je prends là, je dis aux gens, écoutez, si vous ne pouvez pas rester concentré là, ne restez pas sur le plateau. Parce que ceux-là, ce qu'ils vont nous montrer là. Non, mais ouais, franchement. Donc ça, c'est le type de... Mais est-ce que... Quels sont les types de projets que tu aimes tourner? Je sais que tu vas me dire que tu aimes être sur tout, mais je sais que, par exemple, comme ce que tu viens de dire, tu sais que quand tu vas là-bas, tu vas rigoler, tu vas être bien. Par contre, je sais qu'il y a des films qui sont tellement anxiogènes à cause de la thématique. Par exemple, Invisible, j'imagine que ça a dû être dur, par exemple, de tourner un film comme ça, vu la thématique, vu tout ce qui était. Est-ce que là, tu peux me dire, par exemple, le film, côté en tout cas bonne énergie, good vibes, que tu as aimé tourner? Bon, là, tu dis les Maman, mais en dehors des projets Maman. Ça ne veut pas dire que les autres projets ne sont pas bons. Ça veut juste dire que c'est un plateau où, quand tu sors, tu as tellement rigolé que tu t'es dit... Ou bien tu as eu tellement de bonnes vibes que tu te dis, ouais, non. Tu vois? Tu as dit je fuis mais bien sûr que je sais que tu vas fuir. C'est pour ça que j'essaie de détailler, Aziz. Oui, mais même dans les détails, pour de vrai, sur chaque projet, tu as des moments de lumière. Tu vois, tu as des moments où tu te dis, waouh, chaque plateau, il y a un souvenir, mais tu vois, dingue, quoi. Donc, chaque plateau est unique. De chaque plateau, j'ai des souvenirs, mais incroyable. Incroyable, quoi, tu vois. Donc, franchement, tu auras du mal à choisir. C'est quel plateau, le clap de fin, t'as vraiment brisé le cœur? Tu vois, mais oui, ne me fais pas la réponse politique. Tous les plateaux, ça... Non. Il y a forcément ce projet. Briser le cœur. Non, quand il dit briser le cœur, mais tu as une mal. Tu t'es dit, ah, donc demain, on ne vient plus tourner, quoi. Donc, c'est fini comme ça. On se voit à la projection. Bon, je te réponds et puis je te formule un peu ta question. D'accord. Sur chaque plateau, là, à la fin... attends. Sur chaque plateau, à la fin du tournage... Tu as toujours un pincement au cœur, c'est sûr. Toujours. Parce que j'ai rencontré de nouvelles personnes. On a compris. Ça me fait un truc. Le clap de fin qui m'a le plus marqué, c'était Cacao saison 1. Mais ce Cacao, qu'est-ce qui s'est passé à Cacao? C'était Cacao saison 1. Ce jour-là, mais moi, je me suis oui, tu as perdu aussi... Donc, pour moi c'était... Je ne sais pas comment te dire. Quand j'ai perdu Thierry, j'ai baissé les bras un moment. On allait à Ouaga pour l'enterrer et on a pris du temps pour, tu vois, descendre un peu tout ça dans nos cœurs et tout. Et il fallait continuer. Donc, on est revenu. Et quand je suis revenu là, bah, moi, j'étais dans le noir, en fait. Je ne me mélangeais pas trop aux autres et tout. Je restais enfermé. Je me rappelle une fois, je sais qu'il y a des gens qui ont tapé à la porte et tout, mais moi, je suis dedans, je ne vais pas parler à quelqu'un, en fait, tu vois. Et pour moi, quand j'ai repris, c'est Alex qui m'a envoyé un message. Et puis, voilà. Genre, ça a remis un peu, l'énergie. Et puis, voilà, je me dis, hey, on se met debout, en fait. Ma mission, c'était quoi? C'était qu'il fallait finir ce projet-là pour Thierry. Pour lui. Et tu vois, non, on a eu 2 pertes. Il fallait finir ce projet pour les 2. Tu vois? Et on a fini. Quand ce projet-là, on l'a fini, le jour du clap de fin, ah ouais, moi, on ne m'a pas reconnu, en fait. Mais j'étais l'ambianceur, genre, mais j'ai picolé mais j'ai bu comme pas possible. Et j'ai perdu ma voix, hein, parce que je criais, je dansais, je chantais. J'étais le DJ, je faisais les atalakou. Tu vois? On faisait passer tout le monde, one by one, tout le monde. Et puis, je faisais les atalakou, je chantais. Mais il y avait une joie. Cette joie-là, c'était quoi? C'était... Il fallait que je crie haut et fort pour montrer à Thierry, on l'a fait, en fait. On a fini ce qu'on a commencé ensemble, on l'a fait. Donc, pour moi, là, ça c'est là. C'est du Cacao. Ouais. Et bah, du coup, quand vous êtes retrouvés pour la saison 2 de Cacao, bah, dans le même coin et tout, oui, non, là, ça va maintenant?
comment te dire ça? Tu as les souvenirs et puis Bien, tu te dis, ouais. bah, on avance ensemble, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on ne pense pas trop à ça. Genre, c'est dans la tête, Ouais, mais... mais tu vois, avec les collègues proches avec qui on a fait la saison, on parle. Mais là, Oui, tu parles, là, on n'a même pas parlé de ça. En fait. Oui, On n'a pas bah, dit, ah, non, non, non. C'est seulement, par exemple, quand on traverse des villes, on dit, ah, c'est ici, on s'asseyait, puis on mangeait, par exemple, avec Thierry, ah, tu vois. Mais non, on ne parle pas. Je pense que chacun a toujours un peu cette blessure-là qui est là. Mais voilà, on donne le meilleur de nous-mêmes parce qu'on sait que de là où ils nous regardent et puis voilà, ils nous protègent. J'ai un peu fait l'interview là, à l'envers. C'est pas comme je l'avais préparé, mais c'est pas grave. Généralement, quand tu reçois un scénario et quand tu le lis, est-ce que déjà tu as en tête l'éclairage qu'il faut pour ce film? C'est-à-dire si par exemple, là je te donne un scénario, c'est un film qui va se passer dans les années 60, en pleine colonisation, et ceci et cela. Est-ce que là, tout de suite, tu sais déjà quel type de caméra il te faut, lumière, quel type de ceci, de cela? Ou bien tu vas d'abord discuter avec le scénariste pour savoir tu allais où, discuter avec le réal, ou ceci, ou toi tu as déjà une pré-idée que tu vas utiliser pour aller discuter avec eux? Oui, toujours, c'est ça. C'est-à-dire quand tu lis vraiment. Moi, je fais en même temps mon dépouillement, tu vois, pour imaginer un peu les décors, les looks qu'on peut donner pour amplifier un peu ce qui a été écrit. Ah, parce que tu as ton mot à dire sur les looks? Oui, avec le réal, tu vois, non. C'est-à-dire, encore une fois, j'ai la chance, les réals avec qui je bosse, c'est pas des dictateurs. Ok. C'est vraiment pas des dictateurs. C'est des personnes qui savent bah, qu'est-ce qu'on peut apporter, au fait. Tu vois? Donc, les gars, ils viennent et ils te disent, voilà ce que je veux. Tu vois? Ils vont te dire, voilà ce que je veux. Et toi, maintenant, tu vas fouiller dans les banques de données et tout et trouver des trucs qui se rapprochent de ce qu'ils veulent. Ok. Et là, dit, écoute, tu veux ça? Ouais, mais imagine si on rajoute un peu ça. Tu vois, non? C'est comme si ça devient notre signature. Tu vois? On ne fait pas typiquement ce qu'on a vu. Mais voilà, donc, c'était quoi la question? Est-ce que quand tu lis un scénario, tu as déjà en tête donc, toutes ces choses? si, tout est dans ma tête. Tout est déjà dans ta tête. Est dans ma tête. Et quand on discute et tout là, tu vois, j'essaie de faire acheter un peu ce que je vends. Tu vois, donc tu essaies de convaincre avec les arguments. Voilà, écoute, ne tournons pas en blanc et noir, tournons soit couleur sépia. Tu vois, ça peut donner un autre truc différent parce que tout le monde, quand on dit années 60, ils vont dire ouais, on tourne en blanc et noir et tout. Tu vois, c'est vraiment des suggestions. Moi, quand je lis, et même les messages, quand j'échange avec les gens là, tout est visuel. Genre, j'écris, mais j'imagine déjà, tu vois, donc, quand je lis, j'imagine comment est-ce que la personne a écrit, dans quel, tu vois, dans quel mood. Donc, visuellement, j'imagine un peu tout ça. Je pense que c'est de la déformation professionnelle. C'est tout ce que je lis là, j'imagine visuellement. Est-ce que il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont en train de tourner, ils disent « Ah, c'est pas grave, au montage, à l'étalonnage, on va gérer. » Toi, est-ce que parfois, quand il y a des scènes compliquées, tu te dis ça aussi? Ou pour toi, c'est 80% pendant le tournage, lumière, image, et puis l'étalonnage, c'est pour juste, tu vois, arranger ce qui... Je pense que dans la majeure partie des cas, c'est ça. Sur le tournage, il faut que ça soit au top. Au top, ça doit être à combien de pourcents? S'il fallait donner en termes de pourcentage, c'est quoi sur le plateau et c'est quoi en termes de montage et étalonnage? Toi, pour toi, c'est quoi le ratio? Non, je ne mets pas montage dedans. Parce que montage, non, là, pas montage, mais si tu veux étalonnage et autres. Moi, je te dirais, honnêtement, même 85%, moi, je veux tout faire sur le plateau. Okay. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je télécharge des luttes par rapport au look que le réalisateur veut. On télécharge des luttes, on met ça sur les moniteurs, là. Et puis, on voit à peu près, tu vois, non, où est-ce qu'on va avec ça. C'est quoi les luttes? Les luttes, au fait, si tu veux, c'est des données informatiques qu'on met pour définir un peu la colorimétrie de ce qu'on veut coller à notre image. Par exemple, moi, je te filme là, il y a du rouge ici. Je peux dire, bon, ma lutte là, je veux que le rouge là soit beaucoup plus fort, tu vois. Et puis, je veux que la partie contrastée là soit encore plus contrastée, beaucoup plus de noir. Donc, je rentre ces informations là dans l'ordinateur. Et puis, tu fabriques toi-même tes propres luttes que tu colles à tes images au moniteur pour pouvoir voir à quoi ça va ressembler. Ok. Donc, voilà un peu quoi. Donc, pour toi, 85% sur le plateau et les 15% restants. Pour moi, l'étalonnage est très important. Oui, bien sûr. Bah, écoute, on est dans une... C'est ça. L'étalonnage, c'est très important. Mais moi, je préfère faire tout bien sur le plateau. Et par exemple, quand on a des fois où, je ne sais pas, on a un problème de, tu vois, oui, le temps était gris et tout, tu vois. Moi, dans ma tête, je sais qu'à l'étalonnage, bon, on peut se fabriquer, tu vois, un petit faux soleil derrière là-bas pour nous donner des comptes. Tu vois, des petits trucs comme ça, quoi.
Donc, oui, non, disons 75-25%. L'étalonnage est très important. Ok. Très, très important. Est-ce qu'on peut parler un peu argent? Est-ce que... J'aime trop ça. Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre. Sonia, C'est le tu- nerf de la guerre. Est-ce qu'on peut parler argent? Un directeur photo, ça gagne en moyenne combien par semaine? Oui, ça dépend du projet. Sur un petit... Bon, Aziz, en tant que directeur photo, quel est le plus montant que tu as gagné? Le plus petit montant que tu as gagné par semaine? Depuis le début de ma carrière. Oui, depuis tes Je pense 100 projets. 100 ou... 100 euros ou 100 000? 100 000 par semaine. Ouais, je pense. Hein. Tu sais, c'est sur quel projet? Tu te souviens, non? Non, je pense que c'est les premiers projets, les séries, ce genre de choses que je faisais là. Tu sais, c'est pas des trucs où il y a beaucoup d'argent. Donc, on va te dire, bon, là, peut-être par mois, on te paye, je sais pas, c'est un exemple, on te paye, genre, je sais pas, 400 000, tu vois, non? Des trucs comme ça, quoi. Et puis, bon, tu vois, ça équivaut à 100 par semaine. Donc, je te dirais peut-être ça. 100 000. Maintenant, aujourd'hui, pour avoir Aziz sur son plateau, il faut compter combien par semaine? Aziz qui a beaucoup d'années Ça d'expérience. dépend, hein. Ça dépend. Oui, mais normalement. Mis à part le prix du budget. Toi, tu veux effrayer les gens. Non. Ah non, bien sûr, il va discuter si votre film est petit budget, mais je veux dire normalement. C'est-à-dire si on ne tient pas compte du prix, du budget, du ceci, du cela. Ça dépend du film. Honnêtement, ça dépend du film. Bah, c'est quoi la moyenne Ok, pour t'avoir? imagine, quand je te dis ça dépend du film, là. Si c'est un film qui a assez de sous, si C'est ce que je dis. Si c'est un film qui est international, tu vois, qui vient de l'Europe. Ça, on a compris. Donc, tu peux être entre, disons, 800 et peut-être 1,5 million la semaine. La semaine, ok. Ça, on parle de projets comme Black Tea qui part à l'Inter, comme Les Damnés de la Terre, où on parle plutôt de... Non. Moi, il t'a donné quelque chose. Toi, tu viens maintenant dire... Non, je demande... La fille, là. Hé, Lagozi. Ça, c'est Lagozi fait son béret. C'est pas fait son... Hé, Serge, Lagozi fait son béret. Non, je me demande... Sonia a été répondu au... Donc, ça veut dire que bon, d'accord, ok. Donc, si moi, j'ai un court-métrage qui va pas faire le tour du monde, que je veux Aziz, faut que j'ai un minimum de 800 000. Ou bien ça va dépendre de mon budget. Encore une fois, je te dis, ça dépend. Donc, c'est-à-dire le montant que tu viens de donner, c'est pour les projets à l'Inter. Oui, c'est ça, en fait. Des projets qui ont vraiment un budget, tu vois. Conséquent. Maintenant, on connaît maintenant à peu près, tu vois, les différents budgets. Et les différents budgets des uns et des autres. Donc, voilà. Donc, pour moi, ça m'arrive de faire des courts-métrages. Tu as cité un court-métrage ici, et puis j'étais content, Annie, qui a eu le prix du meilleur court-métrage à la Nissa l'année dernière. Mais je t'assure, moi, j'étais assis dans la salle à la Nissa et je priais pour Ni, en fait. Parce que ce film-là, on a galéré pour le faire. Mais vraiment, genre, il n'y avait pas de budget. C'était avec des amis, tu vois. Sarah, la réalisatrice que je connais depuis, je ne sais pas combien d'années, elle était la responsable technique d'une boîte, d'un studio qui tourne des émissions et tout, là. Et donc, on s'est connus là-bas. Et à un moment, on continuait de garder le contact. Elle avait son sujet, elle voulait faire un court-métrage et tout, mais tu vois, elle n'était pas sûre d'elle-même. Et puis après, quand elle a décidé de se lancer, moi, je lui ai dit, mais si tu te lances, moi, je suis avec toi, en fait. Tu vois. Mais, pardon. Mais Sonia, quand je dis ça, bah, je sais clairement les courts-métrages, genre, bah, c'est pas la fille qui va aller dire, bon, j'ai décroché des sous du CNC ou bien j'ai décroché quoi. Bien sûr. Donc, on sait qu'il n'y a pas d'argent, en fait, tu vois. Donc, on fait le projet là avec les moyens de bord. Bien sûr. Mais je ne rentre même pas dans les détails, mais genre, ce que le producteur m'a dit, le producteur, c'était un ami aussi, c'était vraiment un ami. Ce qu'il m'a dit qu'il a, j'ai dit, on y va. Je n'ai même pas discuté. Hein. Non. Mais tu vois ce que je dis, non, mais ce genre de projet, je ne peux pas leur dire, ouais, donnez-moi tel ou tel montant. Non, c'est des projets de cœur, tu vois. Et donc, à la salle, quand on dit meilleur court-métrage, Ni. J'étais avec ma chérie, j'ai dit, moi, c'est fini, hein. On peut rentrer. Même si ce soir, on ne me dit pas, tu as eu un prix à la Nissa, là, rentrons à la maison. Moi, ma soirée est faite comme ça. Tu vois? Donc, pour te dire que, honnêtement, ça dépend du projet, ça dépend de la prod, en fait. Ça dépend de la prod. Moi, je m'adapte, mais vraiment, je peux tourner pour rien. Tu vois, quand le projet me prend, quand la personne est sincère, je te dis, moi, je sens ça. Il y a des gens qui vont venir te doubler, ils vont te dire, ouais, non, il n'y a pas d'argent, alors que derrière, c'est qu'il a l'argent, tu vois. Mais quand le projet est sincère, et puis quand le projet, et quand la personne, le producteur ou le réalisateur, il est sincère, et quand le projet, mais vraiment, il est quand il y a tu sais, c'est un truc que tu sens, en fait, dans les projets, quand tu les lis, là. Quand il y a ce truc-là, mais tu fonces tête baissée, en fait. Tu vois, même côté matériel, tu renvoies toi-même ton matériel et tout pour avoir le meilleur résultat possible. Et puis voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans une case où on te dit, et partout, c'est comme ça, tu vois, dans tous les pays. Je ne vais pas rentrer dans une case pour te dire, c'est ça ou ça. Non. Tu peux avoir une bonne idée, tu fais ton projet et tout, tu n'as pas, et puis voilà, on se débrouille et puis on le fait, quoi.
Bah, écoute, tu m'as aidé pour ma transition pour l'autre partie. Tu as dit que tu étais avec ta chérie et ta chérie, on sait qu'elle est. Donc, merci pour la transition. Elle est un peu du milieu. Vous êtes rencontrés même sur un plateau, tout et tout, genre comme dans les films, là, exactement. Mais du On coup. s'est rencontrés au FESPACO. On s'est pas rencontrés chez Non, vous êtes rencontrés au FESPACO, mais vous n'étiez pas encore ensemble. Ben, il était là quand ils se sont rencontrés. Il était là. Tu as oublié, j'étais là. C'était en 2017. J'étais là. Mais non, c'est sur un plateau que voilà. Maintenant, vous deux, vous êtes dans le métier. On sait comment en tout cas, le cinéma peut être extrêmement prenant. Est-ce que vous arrivez à trouver du temps déjà pour vous avant qu'on arrive sur les enfants et les consoles? Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez, c'est-à-dire parce qu'il y avait des périodes où j'avais l'impression que toi, tu étais en tournage et quand tu rentrais, elle aussi, elle était en tournage ou bien elle était sur des projets en développement, bien en train de pitcher un festival là-bas. Est-ce que vous arrivez à avoir aujourd'hui du temps ou bien vous arrivez à créer du temps pour vous? Ah, c'est ma partenaire, c'est mon asso. On est tout le temps ensemble. D'accord, ok. On est tous... elle va rire quand elle va voir ça. Là. Quand j'écris, mais puis elle ne répond pas même là. Elle met du temps à me répondre. C'est énervant même temps. Un peu là. Parce que pour te dire que quand même, on est très proches. Tu vois? Est-ce que c'est parce que vous êtes dans le même métier, c'est ce qui facilite ça ou c'est parce que non, vous avez toujours été... Non, je pense humainement, genre, on a des esprits qui matchent bien ensemble. Donc, non, elle m'épaule beaucoup, tu vois. Moi, il y a des projets là. Je sais pas, j'ai peut-être pas la force d'aller les faire. Elle va me motiver, tu vois ce que je dis, non? C'est souvent tu es down et tout, sur des trucs. Elle va te motiver. Souvent, j'ai ma boîte, par exemple, de location de matériel et tout là. Moi, je m'y connais pas. Tu vois un peu faire la publicité de toi-même, tes activités. Moi, bien sûr, ça fait des années que je le poursuis pour qu'il ait Instagram, il l'a, mais c'est juste pour la voix. LinkedIn, il est nulle part. Mais bon. Tu vois, donc, madame, motive-le. Là. Tu vois, donc, c'est un soutien, quoi, tu vois. Donc, oui, moi aussi, pareil, tu vois. Genre, on est là l'un pour l'autre, quoi. Et franchement, oui, mais on est ensemble, en fait. On parle boulot, on parle famille, on discute beaucoup ensemble. Ouais, mais du coup, parlant famille, tu as dit que pendant le tournage de Cacao 1, c'est là que la petite est venue. Et quelque chose, hein. J'étais sur le plateau. D'accord. Est-ce que moi, je raconte ça? Bon, vous, laissez-moi un peu mes secrets. Non, mais c'est toi qui as commencé. Tu dis, oui, ma petite. Donc, vas-y, donc, oui, tu étais en tournage. Et... Non, mais on était en tournage à Bassam. OK. À la chefferie chez le roi de Mossoula. Et la veille, tu vois, on faisait du sport, tu vois, on dégageait le salon et puis la salle à manger, tu vois. Donc, on marchait du salon, puis on allait à la salle à manger. Ça faisait une bonne distance, quoi. On mettait la musique et puis on faisait ça pendant 1 heure. Parce qu'on ne voulait pas sortir, marcher dans la rue. Et à un moment, elle a une petite douleur. Donc, sa maman dit, est-ce que l'enfant ne vient pas? Parce que nous, on ne savait pas c'était quoi le sexe. On a décidé de ne pas savoir. Tous nos enfants, c'est ça. Et, il ne faut pas me voir maintenant, je suis assis avec mon téléphone. Quels sont les symptômes qui peuvent annoncer l'arrivée d'un bébé? Donc, et puis elle est là, elle est tranquille, elle continue de faire son sport. Moi, je suis là, c'est moi maintenant, on dirait c'est moi, il y a eu des symptômes là, je suis assis maintenant. Je dis, est-ce que tu as ça? Elle dit non. Je dis, ok. Est-ce que tu as ça? Elle dit oui. Je dis, oh. Est-ce que tu... Donc, sa maman dit, elle a senti le truc. Elle dit, c'est proche. Et la valise là, je pense qu'il manquait, c'était un paquet de compresses que on n'avait pas fait pour boucler la valise. Moi, j'ai couru, je suis allé à la pharmacie, au fait, la même nuit là. J'arrive à la pharmacie, je dis, je veux des compresses. Nanana. Quand ils envoient des compresses, on dit, ça fait tant. Il fait comme ça, j'ai oublié mon portefeuille à la maison. Et comme je n'ai pas quoi se moque de moi là, j'appelle un de mes amis parce qu'on tournait Cacao, qui était dans un hôtel qui est à côté, à Lune-Beau. J'ai dit, Alioune, tu as l'hôtel, non? Il me dit oui. J'ai dit, pardon, prête-moi telle somme là. Alioune, le preneur de sang? Oui. J'ai dit, prête-moi telle somme. Je suis allé à la pharmacie, j'ai oublié mon portefeuille. Si je rentre, les femmes là vont se moquer de moi. Donc voilà. Donc je passe, je vais acheter les compresses et puis je rentre. Donc le lendemain, quand elle se réveille, elle, ça allait, quoi, tu vois. Et elle a bossé même la veille de l'accouchement. Ma chère, moi je vais sur le plateau. Sa maman dit non, elles vont juste faire un contrôle. Donc, vers 11h, midi, elles arrivent à l'hôpital. Tu vois, moi je suis tout au téléphone. Je suis en train de travailler, je n'étais pas concentré ce jour-là. Je suis en train de travailler. Et puis, c'est comment, nanana. Elle me dit non, on est arrivé, on attend. Un mois, elle m'envoie, elle me dit, la sage-femme dit que le travail a commencé. J'ai dit, mais comment le travail a commencé au fait? Tu dis, ça va, non? Elle me dit, c'est ce qu'on lui dit elle-même, elle ne comprend pas. Donc, on cause et tout, ça va, on cause. Un mois, elle me dit, on se parle après.
Moi, je suis la ménagère. Tu es en panique. Plus, j'appelle ça ne répond plus. La séquence là, il reste juste quelques plans, quoi. Donc, je te dis que quand les acteurs là ratent leur texte là, j'ai envie de mourir au fait sur le plateau là. Je suis calé comme ça quand mon assistant Kevin, lui, il était à côté, lui, il savait quoi. Donc, je dis bon, là, si on finit pas, moi, je m'en vais au fait. Tu vois? Donc, je me calme et puis on finit la scène. Quand on finit la scène là, genre, je me lève et puis j'appelle sa maman. On ne décourage pas, je stresse. Donc, on m'envoie mes affaires et tout. Et puis, je reçois un message. Félicitations. Tu es papa d'une princesse, félicitations, papa. Tu es papa d'une... Ouais, félicitations, papa. Félicitations, tu es papa d'une princesse. Et moi, je suis allé me cacher dans le camion électro là, avec le matériel, je suis allé pleurer là-bas. C'était mignon. J'étais trop content. Et puis, j'avais mal de ne pas avoir été là, tu vois, pour elle, en fait, tu vois. Pas pour la princesse, mais pour la maman elle-même. Bien sûr. Parce que je l'accompagnais tout le temps, tu vois. Et là, je ne peux pas travailler. Hein. Mais moi, je me demande comment tu as pu travailler, sachant que, non, voilà, on te mais dit... je ne savais pas qu'elle allait accoucher ce jour. Encore une fois. Mais est-ce que si tu savais, pendant que tu étais en train de tourner, on te disait, ah, là, elle doit accoucher, tu aurais laissé tout. Ou bien toi, tu es plutôt du genre, je ne laisse pas un plateau de tournage, peu importe ce qui se passe. C'était le premier enfant, donc on ne savait pas comment ça se passait. Genre, je l'ai dit, mais demande aux dames, quand on dit le travail commence là, ça peut prendre combien de temps? Donc, on dit, ouais, peut-être, tu vois, les gens d'ici ce soir, ou bien tu vois, la nuit, tu vois. Moi, je me suis dit, je finis cette séquence et puis j'ai le temps. Donc, ça s'est passé. Ça allait vite. Donc, quand on m'annonce ça, je suis là, mais tout du camion. Et puis, je sors, je viens voir Alex. Il est assis, il a fini de manger, quoi. J'ai dit, bro, genre, je vais partir. Hein. Genre, quand il voit mon visage, genre, il s'est levé, puis il est inquiet, quoi. Il me dit, il y a quoi? J'ai dit, c'est un homme. Comment il commence à pleurer encore? Quand je pense à ça, je rigole. Et lui, il a peur, en fait. Tu vois, il s'est dit, mais... Il s'est dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave? J'ai dit, non, il n'y a rien. Il me dit, il y a quoi? J'ai dit, non, elle a accouché. Il me dit, mais pourquoi tu pleures? Tu pleures pas? Ah non, je ne peux pas oublier ce moment-là. Ouais. Il y a un chauffeur de la prod qui me prend et qui m'envoie rapidement. Et puis, je vais prendre ma voiture. Je prends mon bouquet de fleurs et puis je vais voir ma chérie d'abord. Et après, ensuite? La princesse. Tu vois, c'était quelque chose. Hein. C'est la beauté de la vie. Bah, du coup, le deuxième, tu as tout fait pour assister à son arrivée. Donc, tu as pris des jours avant pour... Ah, quand on s'est approché, là, je refusais. Même quand on m'appelait, je disais, ah non, je ne suis pas libre. Ah, je fais autre chose. Donc, pour être là, quoi. Et du coup, papa est dans le cinéma, maman aussi. Si demain, vos enfants, ils décidaient d'y être, est-ce que tu serais OK? Ou bien, parce que la maman, elle a quand même une boîte de prod. Toi, tu as ton agence qui loue du matériel. Donc, si tu veux, vous êtes en train de créer plutôt un héritage pour vos enfants. Donc, est-ce que s'ils veulent demain prendre la même voie que vous serez plutôt content? Vous dites, OK, on a travaillé. Ils vont continuer le business. Ou bien, pour vous, vous voulez qu'ils fassent autre chose? Moi, je peux pas... OK, tu vois, actuellement, on décide pour eux. Tu vois, on essaie de les mettre... Oui, moi, je parle de quand ils seront grands. Si. On essaie de les mettre dans les bonnes écoles possibles pour qu'ils aient une bonne formation de base. On essaie de les éduquer de la meilleure des façons possibles. Après, quand ils vont grandir, honnêtement, ils vont choisir ce qu'ils veulent faire. S'ils décident de faire ce qu'on fait, ah ouais, dis-toi que voilà, moi, je vais tout faire pour les mettre dans les meilleures conditions possibles. Pour qu'ils apprennent, tu vois, dans les meilleures conditions pour être les meilleurs dans ce qu'ils font, en fait. Donc, voilà. Quoi. Mais l'idéal, ce serait qu'au moins, il y ait un qui veuille reprendre les affaires familiales. Ou bien toi, c'est pas important pour vous? Franchement, moi, c'est pas important. Souvent, je fais des blagues avec des amis. Je dis, non, s'il veut faire le cinéma, je dis pardonnez. On va faire économie ou bien quelque chose comme ça pour brasser des milliards, quoi. Parce que le cinéma, là... Pardon, Aziz. Pardon, tu as grossi. C'est que l'argent rentre. Toi et madame, là, vous pouvez pas nous dire qu'il n'y a pas d'argent. Grande productrice de son état, grand directeur photo. Tu veux que je récite le nombre? Le gars, il a 35 ans, il a bossé sur presque 100 projets. Tu manges pas les sushis là, mange. Et du coup, là, moi, c'est plutôt un conseil. Est-ce que pour toi, il y a le top des meilleures caméras en ce moment pour un jeune qui débute, tu vois, qui se dit, je veux avoir la meilleure qualité d'image sur un projet sur lequel je m'en vais? Est-ce que tu pourrais lui donner, toi, tes préférences, toi, en tant que directeur photo, toi, ta caméra qui t'accompagne tous les jours? Ou bien pour toi, c'est pas tant la caméra qui fait le film, c'est plutôt l'homme? C'est ça. C'est pas pour moi. Donc, ça veut dire que toi, avec un téléphone, tu pourrais filmer
Un Marabout chéri, qui est ton dernier long métrage, mais très bien, sans souci, et ça va être tout aussi impeccable. Si, par exemple, le réalisateur me dit il veut expérimenter ça, on va expérimenter ça. Parce que je te dis, j'aime le challenge là. Mais on va mettre toutes les armes possibles pour bien booster le téléphone. C'est-à-dire? Tu sais, il y a des accessoires maintenant et puis des applications pour que ton téléphone là soit une caméra professionnelle. Tu vois, donc on va vraiment équiper, tu vois, le truc avec ça, quoi. Pour te dire, en fait, moi, j'aime pas que les humains soient esclaves du matériel. Je préfère que ce soit nous les maîtres, en fait. On doit être les maîtres. Donc, pour moi, quand tu me dis un jeune qui commence à sortir et tout, déjà, il peut commencer à apprendre avec son téléphone, en fait, les cadres, tu vois, les cadrages et tout. Après, il y a plein de caméras, tu vois, bon marché, les Sony FX3, il y a les Sony Alpha 7, tu vois. Il y a plein de caméras qui ne coûtent pas grand-chose. Et puis, bon... mais si tu me demandes à moi, ma caméra préférée et tout, je te dis, par exemple, la Sony Venice, tu vois. Moi, j'ai toujours eu un béguin un peu pour les Sony, tu vois. La Sony Venice, qui coûte combien? Je sais pas, peut-être 50 000 €. 50 000 boîtier nu, sans les accessoires. Et j'ai fait beaucoup de films aussi avec la Canon. Tu vois, par exemple, les deux projets sur lesquels j'ai eu les prix à la Nissan, la série au Batanga et le long métrage Marabout Chéri, j'ai tourné avec des Canon. Tu vois, j'ai tourné Invisible avec une Blackmagic. À ce moment-là, on disait, ouais, c'est une caméra pas top et tout. Tu vois, les gens disaient ça, tu vois, parce que c'était pas la Alexa, tu vois. Mais on a tourné et puis on est allé à La Rochelle, un grand festival de séries. Et parmi les séries qui concouraient pour... C'était quoi le prix, la meilleure série francophone? Il y avait des Canadiens, il y avait des Américains et tout. Invisible a gagné. Bien sûr. Donc, pour moi, honnêtement, le matériel, c'est important quand vraiment on a les budgets et puis on sait où on veut aller. Mais quand on n'a pas les budgets, là, il ne faut pas faire de fixettes là-dessus, quoi. Ouais. Toutes les caméras qui sortent maintenant, bah, elles ont un grand capteur, la majorité... ou bien ta lumière, il faut mieux la faire. Voilà, pour moi, franchement, il y a de quoi, composer, tu vois, et se préparer techniquement pour faire un film, quoi. Bon, je crois qu'on tire vers la fin, mais tu parlais de challenge tout à l'heure. Tu penses que quel challenge sur quel type de projet tu aurais envie de t'essayer et que tu n'as pas encore eu la chance? Ouais, j'ai un projet comme les films de Marvel, là, quoi. Ok. Un truc avec des VFX, tu vois, un truc où tu n'as aucune limite budgétaire. Tu vois, un truc où tu te dis, tu veux filmer par exemple sur le 3e pont là. On te permet de filmer sur le 3e pont. Okay. Tu vois ce que je dis, non? Sinon, de recréer, parce que c'est pas toujours Hollywood, tout dans de vrais décors. C'est ça. Souvent, c'est fait sur fond vert. Donc, mais pour te dire, tu vois, pour avoir tout ce qu'on veut techniquement pour faire des folies, quoi. Oui, moi, je pense un projet comme ça, hein. Et tu penses que c'est ce qui manque à ton CV? Enfin, que tu aimerais rajouter? Il y a beaucoup de choses qui manquent à mon CV. Hein. Mais pour toi, c'est le gros projet que tu aimerais bien rajouter à ton... moi, je te dis ça parce que, bon, je parle parce que je suis un fan de Marvel. Oui, de Marvel, ok. Tu vois, non. Mais, quand je me calme, je te dis honnêtement, je veux faire... Tu vois, peut-être avec des gens de ma génération ou quoi, un magnifique film, un beau film, tu vois. Ça dit quoi, un magnifique film, beau film? Tu te rappelles, je t'ai dit, pour moi, chaque plan, ça raconte une histoire. Bien sûr. Il ne faut pas juste faire des plans pour filmer, pour montrer des gens, en fait. Non. Pour moi, un magnifique film, c'est vraiment un film qui respecte toutes les règles de l'art cinématographique, le langage cinématographique et tout, qui va, comment dirais-je, qui va passer un message, que ce soit bouleversant ou quoi, pour essayer de changer un peu la donne sur certaines choses, en fait, tu vois. Un film mais vraiment engagé, une poésie, je sais pas, mais tu vois, je veux avoir le temps. Je veux un film comme ça, mais avoir du temps pour le tourner. Donc, un bon film de festival pour pouvoir faire... C'est ça. Moi, j'aime pas trop dire film de festival. Bah, on dit film de festival parce que ce ne sont pas des films qui sont forcément commerciaux, qui marchent en salle. C'est pour ça qu'on appelle... C'est plus des films pour une certaine élite qui vont comprendre. Parce que je pense que ta plus grande frustration serait de faire un film où chaque plan explique des choses et quelqu'un baille devant. Et donc, qu'on le veuille ou pas, c'est une élite du cinéma qui comprendrait. Non, bon, par exemple, quand je te dis, regarde, tu mets par exemple Parasite dans n'importe quel foyer, tout le monde va aimer ou pas, le film Parasite. Ouais, mais moi, je sais que j'ai des potes qui n'ont pas... Mais tu vois, tu sais, il y a des films comme ça qui... Mais oui, je suis d'accord que Parasite, c'est un film qui...
Ouais. Tu vois, c'est pas forcément te dire, oui, comme on fait du cinéma, on doit faire des trucs que les gens ne vont pas comprendre et tout. Non, c'est pas ce que je dis, mais je veux avoir une belle histoire à raconter et puis avoir du temps pour la, pour la dessiner. Est-ce que tu as des modèles dans ce milieu, enfin, en tant que directeur photo? C'est vrai que tu tombes dedans comme ça, sans, voilà, tu n'as pas préparé, mais bon, au fur et à mesure. Est-ce qu'aujourd'hui, si on te demande qui est ton modèle comme directeur photo, tu en as au niveau même de l'Afrique ou bien à l'inter, ou bien non, toi, tu es plutôt... Moi, je te dirais, il y en a deux. Ok. Paul Djibila, qui était, j'ai eu la chance, il m'a enseigné, qui est un directeur du Burkina Faso. Et Chivo, c'est le directeur de la photographie qui a fait The Revenant. Je pense qu'il a fait un Sicario, non? Le premier film qui a donné l'Oscar enfin à DiCaprio. Tu vois, pourquoi je te cite ces deux-là? Parce que Chivo, c'est le gars, il peut avoir tout ce qu'il veut comme matériel. Mais j'ai découvert son travail sur The Revenant. Et après, je suis allé sur IMDb pour voir tout ce qu'il a fait. Et j'ai commencé à regarder tout. C'est le gars qui s'adapte à toutes les conditions, en fait. The Revenant, il a tourné sans lumière artificielle, il a tourné avec la lumière naturelle. Et ils attendaient les bons moments pour tourner. Tu vois? Et moi, en tant que chef-op africain, qui a été formé par quelqu'un comme Paul Djibila, tu vois, qui a travaillé pendant longtemps en Afrique, qui sait que voilà, on n'a pas forcément tout le temps le matériel qu'il faut pour faire telle ou telle image. Moi, en face de ce genre de travail-là, je suis émerveillé parce que je me dis, bah, c'est possible, au fait, de faire de la sorcellerie avec, tu vois, peu de moyens, quoi. Donc, moi, quand tu me demandes ça, moi, c'est ces deux-là que j'ai en tête, quoi. Honnêtement, c'est ces deux-là. Voilà. D'accord. Ben, là, on arrive à la fin et je crois que ça va être la question qui va être ma question fétiche. On va dire que tu regardes la caméra, il y a un jeune là qui te dit « Ah, Aziz, vraiment, j'ai lu. Je suis allée sur MBD, j'ai lu tout ce que tu as fait. Et franchement, je suis sûre, je veux être directeur photo. » Quel conseil tu lui donnerais? C'est toi la caméra. C'est lui. C'est lui, il est en train de te regarder là. Je pense qu'elle va me poser cette question-là. J'ai passé beaucoup de temps sans le regarder d'abord. Parce que c'est très lourd cette question-là. Mais je lui dis direct, cherche un autre métier, en fait. Pour de vrai, cherche un autre métier. S'il insiste vraiment pour me dire que c'est ce qu'il veut faire, je lui dis alors, mais porte des gilets par balles, attache une ceinture parce que il y aura des turbulences, en fait. Le premier truc pour moi, il faut croire en toi, en fait. Moi, c'est le premier truc. Il y a des jeunes qui ne comprennent pas souvent ma réaction. J'adore échanger avec les gens et tout. Hein. Mais il faut que les jeunes soient eux-mêmes à 100% ready pour se battre. Ils doivent se dire que je veux faire ça, c'est moi qui prends la décision, c'est moi qui prends l'engagement, donc c'est moi qui dois me battre, en fait. On n'est pas... moi, mon parcours, là, honnêtement, genre... Je sais pas, je vais pas dire que je suis allé voir un grand pour dire hey, grand, comment est-ce que tu as fait pour être comme ça? Non, non, non. Tu vois ce que je dis, non? Non. Je sais où je vais aller, je sais ce que je vais faire. Et puis, je fais mes recherches, je travaille, je vais sur des plateaux où on ne me paye pas et tout pour apprendre. Tu vois ce que je dis, non? Parce que c'est ce que je veux faire. Je mange, je vis cinéma, tu vois? Donc, pour moi, il faut avoir cette hargne d'abord, cette volonté-là d'être le meilleur dans ce qu'on fait, tu vois? Si on n'a pas ça, peu importe le filon qu'on va te donner, oui, vous venez voir Aziz, dès que j'ai un tournage, je te prends et puis je te mets sur le tournage là. Je ne sais pas comment t'expliquer, Sonia. Pour moi, c'est facile au fait pour eux. C'est très facile au fait pour eux. Il faut qu'ils arrivent à eux-mêmes gravir les échelons là. Eux-mêmes, au fait. Une fois que tu fais ça, toi-même, au fond de toi, tu sais que quand même tu es un guerrier. Tu vois ce que je dis, non? Tu sais d'où tu viens, en fait. Tu sais ce que tu as traversé pour arriver là. Donc, rien ni personne ne pourra te mettre à genoux. Parce que ce domaine-là, il est très difficile, au fait. C'est-à-dire, il y a des moments où tu n'as pas de tournage, tu vois. Il y a des moments où, bon, quand on était assistant, tu as des chefs, mais qui vont vouloir t'écraser et tout, tu vois. Mentalement et tout, là, tu peux dire, bon, j'arrête et tout. Il faut être fort. Il faut vraiment, vraiment s'auto-former, mais sans arrêt, au fait, sans arrêt. Il ne faut jamais se dire, j'ai fait 1, 2, 3 films là, les gens ont aimé, ouais, c'est bon. Non. Tu as fait ça. Ok, c'était bien, mais tu compares à quoi? Tu vois ce que je dis, non? C'est ça. Tu compares à quoi, en fait? Donc, moi, franchement, c'est eux, au fait,
À ce jeune-là, je peux lui dire, c'est toi la clé. Tu es le seul, au fait. Tu es la clé qui peut ouvrir toutes les portes. Là. Donc, est-ce que toi, tu veux ouvrir la porte là? C'est ça, en fait. Si tu veux ouvrir, tu vas marcher vers la porte et puis tu vas l'ouvrir. C'est pas moi qui vais prendre ma clé et puis ouvrir la porte pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Bah écoute, vraiment merci beaucoup. Donc c'était toi la clé, c'est toi qui as ouvert cette émission. C'est toi qui as ouvert la première saison. C'est toi, donc il y aura une suite d'invités, beaucoup d'autres invités qui vont venir nous parler de leur métier, des différents métiers du cinéma. Il y aura Alex Ogunchala, Jacques Kwao pour nous parler de direction de casting et puis plein d'autres personnes. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Lagozzi fait son cinéma. Bye. Lagozzi. Lagozzi fait son cinéma.